Donc la finance comportementale, c'est simplement le fait de prendre en compte le fait que peut-être on n'est pas si bon que ça dans nos choix et qu'on commet des erreurs humaines. Ces erreurs de jugement-là s'appellent des biais cognitifs. Par exemple, vous allez au casino, vous jouez à la roulette, s'il y a eu 4 noirs qui sont sortis, Ce sera un rouge. alors qu'en fait, les lancers sont indépendants. On a fait à l'époque une première saison de podcast, on a invité plusieurs invités, et l'un d'entre eux était ce scientifique. Et le nombre de personnes qui nous expliquent « Ouais, mais de toute façon, ces deux mecs-là, ils disent de la merde, enfin c'est pas vrai, moi je l'ai déjà vu de mes propres yeux. » Asseyez-vous dessus, avalez ça. La gambler's fallacy, c'est une réalité, et non, les lancers sont indépendants. C'est tout. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on accueille un entrepreneur du Grand Est. Donc, Alexis, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Alors, je m'appelle Alexis Perrino. Alors, déjà, merci, merci de l'accueil. C'est vraiment top. Très content d'être là. Et ouais, je m'appelle Alexis Perrino. J'ai 32 ans et je suis le cofondateur de Jared. Donc, c'est une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. D'accord. Très bien. Et du coup, Alexis, tu es un peu le client parfait pour nous pour ce podcast, puisque tu t'attaques à la finance, aux finances personnelles. C'est quoi ton lien premier avec la finance? Le lien, il est pas évident parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est je suis pas issu d'un cursus de formation éco-finance, parce que je suis, ingénieur de formation et en fait, le lien avec la finance, il est venu au fur et à mesure. Il y a plusieurs expériences, dans ma carrière qui ont fait que, j'ai commencé à travailler sur des sujets de plus en plus financiers. J'ai eu des jobs qui étaient de plus en plus, corrélés avec le monde, financier, avec l'économie et cetera et il y a eu un moment, enfin, un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu envie de, monter une boîte et pour moi, à ce moment-là, c'était assez clair. Il n'y avait pas un seul autre sujet sur lequel j'avais envie d'entreprendre. Je voulais monter quelque chose qui touche aux finances et plus particulièrement aux finances personnelles. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. C'est très intéressant parce qu'avec Jared, tu t'attaques à la finance, mais pour le B2C, ce qui est assez, je dirais, rare, puisque à l'heure actuelle, c'est le B2B qui est à la mode. Est-ce que c'est ton passage chez Materalia, c'est un accélérateur, c'est un incubateur? Alors, ouais, Materalia, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Donc, c'est ma précédente et plus longue étape de ma encore courte carrière. Donc, Materalia, c'est une structure qui a pour but d'accompagner les entreprises dans l'identification de projets d'innovation, le montage de ces projets-là et ensuite l'obtention de financement. Et ça D'accord. implique donc de montage de projets financiers et du lobby. Hem, En fait, il n'y a pas que ça qui a joué dans le fait que, j'ai décidé de me lancer sur ce sujet. Il faut savoir que, à la base, comme je le disais, je suis issu d'un cursus, ingénieur et donc moi, ma scolarité, d'études supérieures, elle s'est faite de 2010 à 2016, Ouais. dans une école d'ingénieur en ce qu'on appelle en prépa intégrée, donc c'est-à-dire, c'est vraiment un cursus très, monolithique. Et en fait, à cette époque-là, il y avait pas du tout la vibe de, l'entrepreneuriat. C'était pas quelque chose qui était plébiscité. J'ai même, fait un petit peu une réflexion vis-à-vis de ça pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a vu ça apparaître plus tard. Donc on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse. Avec plaisir. Mais en gros, la volonté d'entreprendre, elle vient pas des études, elle vient donc, comme je le disais, un peu du concours de circonstances et des entrepreneurs que j'ai pu côtoyer, que ce soit dans mon travail ou à côté, de relations et des amis que je me suis fait. Et je pense que c'est un petit peu le cumul de tout ça qui fait que j'ai fini par avoir le déclic de vouloir entreprendre. Mais ce qui est D'accord. certain, c'est que, par défaut, c'était pas quelque chose que j'envisageais du tout, en sortie d'école. D'accord. Qu'est-ce que tu avais, comme, vision ou finalité, de carrière? En fait, la même que la plupart avaient à cette époque-là parce que, si on reprend la période 2010-2016, il y avait pas encore du tout, vraiment la mode de l'entrepreneuriat dans ce type d'école. Alors je sais pas comment c'était en école de commerce, mais en tout cas en école d'ingénieur, ce qu'on nous apprenait, ce qu'on nous transmettait comme la vision d'une carrière réussie, c'était pas de monter une boîte. C'était en général de rejoindre un grand groupe et de faire une belle carrière au sein d'un grand groupe. Chez nous, c'était, Airbus, Safran, Dassault, il y en avait aussi un petit peu pour l'automobile, enfin PSA, Oui. toutes ces choses-là. Mais à l'époque déjà, il y avait quelques acteurs, il faut rendre hommage et surtout à une personne, qui a milité dans notre école pour instaurer un cursus de spécialisation qui s'appelait
innover, entreprendre à l'époque. D'accord. C'était le seul, c'était un peu le Gaulois qui luttait, pour essayer de faire émerger ce truc-là et ça a jamais été franchement soutenu. Enfin, à l'époque, on regardait un petit peu d'un œil, enfin, ceux qui vont là-dedans, c'est des gens, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, apprendre à innover, apprendre à entreprendre, enfin finalement, ça veut rien dire et en fait, on se rendait compte qu'on avait une vision assez critique sur l'entrepreneuriat parce qu'on était dans un moule où, à cette époque-là, il fallait aller dans un grand groupe. Mais en fait, la raison pour laquelle on était dans cette situation-là, elle est finalement assez simple. On n'avait pas encore cette mode-là qui est arrivée en France. Oui. Si on prend un peu l'historique, Y Combinator, s'est créé à peu près à cette période-là, donc vraiment, hein, le temple des Oui. entrepreneurs de la Silicon Valley. Alors j'ai plus exactement les dates, mais comme ça, si je devais mettre au doigt mouillé, je dirais que c'est fin des années 2010 ou peut-être Ouais. fin des années 2000 ou début des années 2010. Donc, les grosses boîtes qui sont aujourd'hui les flagships de l'entrepreneuriat, elles étaient à peine en émergence. Oui. Ça voulait pas dire qu'il y avait pas d'entrepreneurs, mais il y avait pas vraiment de modèle d'entrepreneur nouvelle génération. Il y avait, hein, les anciennes générations, mais tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, à l'époque, ils étaient pas visibles et en France, donc il y avait pas encore eu ce passage outre-Atlantique, où ce qui vient des États-Unis commençait à s'imposer comme un standard en France. On avait, alors à cette période-là, probablement la création de The Family. Oui, moi j'étais en province, donc en fait, enfin, il y a encore alors déjà le fait que ça passe des États-Unis à la France, ensuite le fait que ça passe de la capitale à la province. Totalement. Donc il y avait ce problème-là. Donc on n'avait pas de figure auquel s'identifier, on n'avait pas de modèle d'entreprise auquel s'identifier, donc ça faisait que c'était pas une vocation, vraiment, intéressante et surtout, il y avait pas encore les chambres d'écho qu'on a aujourd'hui. Enfin 2010-2016 dans cette période-là, il y avait enfin je veux dire, il y avait pas TikTok, il y avait pas, YouTube n'existait pas sous la forme qu'on enfin Oui. Tout ça. c'était autre chose le contenu YouTube à l'époque, hein, c'était, enfin les stand-uppers dans leur chambre et cetera, mais il y avait assez peu de contenu, aussi soigné qu'aujourd'hui. Instagram, c'était absolument pas un vecteur de relais vidéo. Enfin, à l'époque, Instagram, c'est on mettait des photos de soi une photo de soi avec un filtre sépia, hein. Enfin, exactement et Facebook, pareil. Enfin, Facebook, à l'époque, on parlait de nous à la troisième personne, hein, donc on était vraiment encore au balbutiement des réseaux sociaux. Donc il y avait pas les chambres d'écho et finalement, ce qui est apparu plus tard, donc plutôt ce que moi je mettrais sur, 2015-2020, c'est, ben, l'émergence de figures de l'entrepreneuriat, les infopreneurs qui commencent à émerger, les discours qui commencent à être relayés sur les réseaux sociaux et finalement l'appétence vers la alors soi-disant liberté, hein, de l'entrepreneuriat, ça aussi, hein, enfin je veux dire, mais bon, c'est les sirènes, qui est apparu beaucoup plus tard et ce qui fait que ça a ensuite transmis une envie aux nouvelles générations d'étudiants. Mais nous, on était avant cette phase-là, donc on n'avait pas non plus de modèle auquel s'identifier et je pense que même les écoles le faisaient pas, consciemment, mais elles étaient un frein à l'envie d'entreprendre. De par le discours véhiculé par les profs, de par, les partenariats proposés avec, toujours le même type de grosses structures. En fait, elles ont eu un effet assez contre-productif sur, l'envie d'entreprendre et ça, j'en suis certain parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens qui sont issus des mêmes cursus que moi, à peu près même génération, aujourd'hui, il y en a plein qui commencent à entreprendre Ouais. et il a fallu ensuite une acclimatation de 5-10 ans pour qu'on se rende compte que finalement, on est allergique aux grands groupes, qu'on essaie de se faire la main sur des sujets et qu'on finisse ensuite par sauter le pas. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je viens d'une école de commerce. Alors, je pourrais pas dire pour les parisiennes parce qu'il me semble que côté ESSEC et HEC, c'était déjà un peu plus à la mode à ces périodes-là. Et chez nous, c'était pareil. C'est-à-dire que tu avais des salons où des partenaires venaient recruter directement sur campus, mais il n'y avait pas grand-chose pour l'entrepreneuriat. Il y avait un module de, je pense, 3 semaines où on pouvait découvrir l'entrepreneuriat et d'une vue, on va dire, interne, on se disait: «Mais est-ce que c'est possible d'apprendre à entreprendre?» Mais ça, en fait, là, j'interviens maintenant en écho, dans quelques écoles et dans quelques universités. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions sur l'entrepreneuriat qui restent méga superficielles. En fait, quand tu montes une boîte, tu te rends compte que les trucs, qu'on t'enseigne, pour la plupart c'est useless, quoi. Enfin, je veux dire, on transmet enfin, ça reste pour moi superficiel et donc à l'époque, enfin, c'était pire parce que, les intervenants, il y en avait encore moins, sur le marché qui étaient, expérimentés et qui pouvaient venir, transmettre des choses et non, ouais, moi, ce que j'en retiens, c'est que, aujourd'hui, si on voulait vraiment enfin, alors déjà, je sais pas si par nature, une école, c'est un cadre fait pour Ouais. transmettre, les compétences
nécessaires à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, intangibles, appris par Ouais. pratique et cetera. Il faudrait limite plus des apprentissages ou des alternances à l'entrepreneuriat. Mais ouais, en tout cas à l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui, c'est sûr. D'accord. Hem, Intéressant. Du coup, est-ce que tu dirais que ça a été, un processus ou est-ce qu'il y a vraiment eu un élément déclencheur dans ta carrière qui t'a poussé à entreprendre justement? Mmh, un peu des 2. C'est-à-dire que le processus, si je retrace, ce que j'ai fait, mais c'est toujours en fait, c'est un biais de rétrospection, hein. C'est Ouais. que là, aujourd'hui, je vais avoir tendance à dire: «Ah oui, en fait, ce machin-là, m'a appris ça, ce truc-là» et en fait, la ligne est parfaite. C'est pas vrai. Il y a eu, des facteurs chance, il y a eu pas mal de choses mélangées qui m'ont conduit à avoir le déclic de l'entrepreneuriat. De décider, de sauter le pas. Maintenant, oui, il y a quand même quelques éléments, plus importants que d'autres. Je pense que le fait que j'ai eu cette transition via un pôle de compétitivité qui, en fait, se rapproche plus d'une petite boîte que d'un grand groupe, dans lequel j'avais commencé ma carrière, ça m'a déjà un peu, mis le pied dans comment fonctionnent des petites structures. Que en fait, le fait que tout le monde fait un petit peu tout, qu'il y ait beaucoup plus de débrouillardise, on est plus proche de certains éléments comme de la gestion de budget, enfin ce genre de choses Ouais. et qu'on est multicasquette. Ça flèche déjà vers le fait qu'on a plus envie d'être dans une structure à taille humaine, hein, Ouais, enfin, ouais. plus petite. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, je me suis rendu compte que piloter quelque chose, bah, c'est quand même cool et qu'en plus, je m'en sors pas trop mal et donc du coup, j'ai commencé à avoir quelques signaux et après, il y a certaines rencontres qui ont fait que c'est-à-dire que dans mon ancienne carrière, j'ai côtoyé, des incubateurs, des startups, des accompagnateurs de startups, des entrepreneurs et à un moment, en fait, on se rend compte que, ouais, cet environnement-là, c'est un environnement, qui nous fait du pied et dans lequel on a envie de se lancer. Et ensuite, voilà, après, il y a aussi l'historique qui fait que, ben, il y a un moment où on décide de se lancer parce que, bah, il y a le déclic et voilà et ensuite on se lance. Mais donc ouais, c'est à cheval entre le processus et quelques éléments clés. Et justement, tu parles de se lancer. Comment ça a été, pour toi, de te lancer? Tu t'es basé sur quoi? Comment tu as fait pour passer le pas et te dire: «Je prends ce risque»? Parce que c'est un risque, on parle de finances justement. Entre les profits et le risque, comment ça s'est arbitré? Alors, je dissocie 2 choses. Je dissocie le fait d'entreprendre, donc monter une boîte et donc le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et le sujet sur lequel on a décidé de se lancer parce que c'est quand même ça a fini par se rejoindre, évidemment, mais c'est quand même deux choses un peu distinctes. Si je prends ta question, je vois plus l'angle, effectivement, se lancer à monter une boîte. C'est pas simple. Je me rappelle, hein, pour revenir sur la sortie d'école, je me rappelle que et ça parce que je me le suis répété en sortie d'école, je me suis dit: «Jamais je ne monterai de boîte. Trop de risques, trop de responsabilités, trop chiant, je préfère avoir une carrière tracée, enfin dans une structure, un groupe, être Ouais. employé et puis 10 ans plus tard, en fait, pas du tout». Donc c'est qu'il y a bien eu des éléments déclencheurs. Et je pense que 2-3 choses qui ont joué, c'est ma rencontre avec certaines personnes, avec un de mes associés notamment et c'est assez drôle parce que, il y a Owen Simonin Asher, qui est un entrepreneur, dans les cryptos qui l'a cité aussi parce que ça a aussi été un déclencheur. C'est une personne qui s'appelle Michel Onfray, pas l'écrivain, mais un personnalité, du Grand Est, qui est en fait une personne qui a accompagné pendant des années des entrepreneurs à se lancer. D'accord. C'est lui qui a fait venir, Owen à Metz, qui a fait venir William, donc son frère à Metz, qui a fait venir, plein de boîtes et qui les a aidés à grossir à Metz. Aujourd'hui, Metz, si c'est un pôle entrepreneurial, comme on le connaît, c'est en partie grâce à lui. Parce que, il y a un gros paquet des belles boîtes qui sont aujourd'hui implantées à Metz, qui s'y sont mis ou qui ont été accompagnés par cette personne. Et en fait, Michel, c'est quelqu'un avec qui je bossais donc dans mon ancienne carrière chez, Materialia, donc le pôle de compétitivité, parce que notre rôle était d'accompagner des entreprises, du Grand Est et donc de temps en temps des startups. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître avec Michel, à se voir, de plus en plus souvent et c'est aussi là que, bah, quand l'envie m'est venue ou quand ça a commencé un peu à me travailler, bah, je lui en ai parlé, le fait que j'allais, potentiellement avoir l'envie d'entreprendre à un moment, sur des sujets financiers, et cetera.
Et c'est lui qui, un jour, me recontacte et me dit: «Écoute, on est en train de créer, ce qui s'appelle un startup studio». Donc en fait, sans rentrer dans les détails, un espèce d'incubateur, privé. Ouais. Il m'a dit: «Écoute, en plus, on a un sujet, finance qui est un peu en train de commencer à émerger. On a, un autre acteur qui est en fait un family office, qui est aussi positionné sur ces sujets-là. Il faudrait qu'on se rencontre tous les 3». Et en fait, on s'est rencontrés tous les 3 et c'est là qu'on s'est dit: «Non, mais en fait, on a chacun des pièces du puzzle, on va s'associer, on va se lancer ensemble». Et c'est comme ça, du coup, que Jared s'est créé. Mais en même temps, je commençais à arriver un petit peu en bout de course sur ma précédente, Expérience. expérience. J'avais fait le tour des sujets. Il y avait des choses sur lesquelles j'étais absolument plus aligné, en termes d'intérêt, hein, vis-à-vis de cette structure. Et donc il y a aussi eu un peu ce déclencheur-là. D'accord, Ouais, non, enfin, en tout cas, ouais, il y a eu vraiment tout un concours de circonstances, qui ont fait que c'était le bon moment de se lancer. d'accord. OK. Et peux-tu justement nous parler de Jared? Ouais, bien sûr. Donc en fait, Jared, par où commencer? Jared, en fait, c'est un projet qui est né donc, ça c'est bien parce que je l'ai déjà expliqué, de l'association entre moi, un startup studio et un family office. Un family office, juste, pour, la Resitue. vulgarisation, c'est un cabinet de gestion de grandes fortunes. Un cabinet de gestion de patrimoine pour les grandes fortunes. Donc en fait, c'est des gens qui travaillent avec, des personnes fortunées et qui les accompagnent ou qui travaillent pour elles au quotidien, heu, pour veiller à leurs intérêts, patrimoniaux et financiers. Pourquoi le nom family office? Parce que historiquement, c'était les familles, un petit peu les dynasties, hein, les familles qui avaient, très gros patrimoine, et qui avaient finalement suffisamment de patrimoine pour payer des employés dont le rôle était de s'occuper de ce patrimoine, qui ont décidé de créer ces structures ad hoc, qui étaient en fait des bureaux de famille, des bureaux patrimoniaux de famille, donc des family office. Et donc ensuite ça a évolué, donc ça sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des single family office, donc en fait des family office dédiés à une seule famille. Et ensuite il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu une autre déclinaison, pas plein, il y a eu les multi-family office qui sont créés, qui sont en fait des gens qui se sont dit: «Bah, en fait on pourrait mutualiser ces services-là, mais pour plusieurs familles». Donc en fait essayer de faire de l'optimisation, réduction de coûts et donc rendre le service accessible à des plus Des petits grosses patrimoines. Alors je ouais, mets des gros guillemets, hein, c'est ça. Des millionnaires au lieu de milliardaires, par exemple. ouais, enfin, ouais, enfin, j'ai des ordres de grandeur en tête, mais oui, enfin, pas de souci. Hem Et en fait, si tu prends, en fait, une pyramide un peu de la gestion patrimoniale, bah, tu te rends compte que tu as les family office qui sont tout en haut. Puis si tu as un peu moins de patrimoine, tu peux te tourner vers, des gestionnaires de fortune dans les banques privées. Si tu as Ouais, un peu moins de patrimoine, tu vas avoir des gestionnaires de patrimoine dans les banques privées. Et si tu as un peu moins de patrimoine, tu as toujours des conseillers en gestion de patrimoine. Et si tu as un peu moins de patrimoine, il y a plus rien. pareil. Et le problème, c'est que ça, ce socle-là, ça représente le gros de la population. Et c'est un problème parce qu'en fait, c'est les personnes qui ont le plus besoin d'accompagnement, qui ont le moins de personnes vers qui se tourner. Et donc en fait, il y a un paradoxe dans ce sujet parce que gérer ses finances et gérer son patrimoine, en fait, c'est une question, qui est universelle. Indépendamment de ton niveau de revenu et de ton niveau de patrimoine, c'est un sujet auquel tu es confronté. Et pourtant, plein d'études qui montrent qu'il y a des profondes inégalités, sur ces tâches-là. Plein de gens qui se sentent complètement, désemparés dans la gestion de leurs finances parce que et en fait les causes principales sont connues. Et ben, en fait, soit on n'a pas le même temps à consacrer à nos finances, il y a des gens qui ont pas le temps, il y a des gens qui sont claqués, en gros, qui sont épuisés, qui arrivent pas à s'y mettre. On n'a pas les mêmes, aptitudes. On n'est pas tous C'est ça. égaux en termes, enfin, n'importe quoi, de calcul, de compréhension de mécanique, enfin et cetera. Et on n'a pas tous la même éducation financière. Parce que comme on l'apprend pas à l'école, on l'hérite et du coup, c'est un énorme vecteur d'inégalité. Et ben là, la résultante de ces 3 choses-là font que il y a, par exemple, 50 de la population, 51 je crois, 51 de la population française qui n'a pas d'objectif financier de défini. Aucun. Que ce soit mettre de l'argent de côté ou préparer sa retraite, si on prend les 2 extrêmes, du spectre. Ouais. Et ces gens-là ne sont, pour beaucoup, même pas conscients qu'il faudrait faire quelque chose, qu'il y a des choses simples à mettre en place. Donc ça, c'est une partie du problème et c'est ce qu'on a décidé de traiter tout au début et ensuite, en travaillant sur le sujet, on s'est rendu compte d'autre chose. C'est que
Les professionnels en finance sont aussi face à une problématique qui est l'acquisition client. On est dans un monde qui évolue très vite, où les solutions de contact avec les particuliers évoluent aussi très vite. En fait, les professionnels de la finance, ils sont confrontés, alors selon leur typologie, à plusieurs problèmes. Certains achètent des leads sur des plateformes, ou des leads, des prospects, hein. Ils achètent des prospects sur des plateformes. Pour l'anecdote, et ça c'est rigolo, les 2 plus grosses plateformes d'achat de leads en France, enfin celles qui remontent top 1 quand on fait, en du SEO et cetera. La première est immatriculée au Belize, la deuxième a une fausse équipe sur la page, équipe. C'est que des images libres de droit. Ah oui. Génial. En termes de confiance, hein, Ouais. 2 Et de arguments. réassurance. Donc, achat de lead, ouais, il y a un problème et surtout qu'on voit les tarifs, auxquels sont vendus les leads, enfin c'est fou. Enfin, en fait, on est sur une inflation du lead qui est folle. Hem, il y en a d'autres qui vont plutôt se tourner vers des stratégies, digitales, donc hein, faire du SEO ou faire de l'Ads et cetera. Mais là aussi, on est sur des trucs qui bougent très vite, qui demandent un savoir-faire métier, une expertise. Compliqué de tenir la cadence et de rester à flot. En plus, en finance, c'est pas le secteur qui est le plus, à jour sur ces activités-là. Donc comment est-ce qu'on peut, apporter une solution à ces différents acteurs? Il y a aussi ceux qui font du bouche à oreille. Il y en a qui font du bouche à oreille et qui disent: «Je paye pas, moi, je paye pas mon acquisition, je fais du bouche à oreille». D'accord, mais raconte-moi juste ton processus. Ouais, bah, mon processus, c'est en général, je fais 5 ou 6 rendez-vous gratuits avec des clients et sur les 5 ou 6, donc c'est des rendez-vous de 2 heures à peu près, Ouais. et sur les 5 ou 6, il y en a un qui devient client. OK? Tu as passé quand même 10 heures de ton temps pour avoir un client. Donc en Coût fait, ça valorise quand d'opportunité. même, ouais, exactement, c'est ça. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un sujet sur l'acquisition. Donc d'un côté, on a le gros de la population qui est pas accompagné et qui sait pas vers qui se tourner, qui arrive pas à définir ses objectifs, à identifier ses problèmes et cetera. Et de l'autre côté, on a une population qui est, de professionnels désireuse d'entrer en contact avec des nouvelles personnes. Là, il y a peut-être un coup à jouer sur du matchmaking. Et donc nous, ce qu'on a créé, c'est un outil qui est capable, c'est pour ça qu'en fait on l'amène sous l'angle de l'assistant parce qu'en fait, il va interagir avec les gens, il va leur proposer, des diagnostics, il va apprendre à les connaître et en fonction de ça, on va déterminer, en fait, des objectifs, tout simplement. En fonction du profil de la personne, on va essayer de mettre en lumière des sujets sur lesquels la personne devrait se pencher. Et une fois que ça c'est fait, tout le travail, c'est de l'aider à monter en compétence sur le sujet et de lui suggérer, de rentrer en contact avec tel ou tel pro qui pourrait l'aider. Il y a un matching, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, tout simplement, c'est que on demande à la personne si, enfin, on lui suggère des personnes avec qui prendre contact, mais c'est, au choix de l'utilisateur de prendre ou non contact avec un professionnel. Pour plein de raisons, déjà légales, parce que les pros ne peuvent pas démarcher en finance, enfin, il faut qu'il y ait, du coup, une sollicitation, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais aussi parce que ça nous semble le juste milieu, pour éviter, de tomber dans de l'affiliation, dans, du placement de produits, enfin, dans ce genre de choses. Donc vous êtes plus market maker que, Ouais, c'est ça. courtier, quoi? En gros, quand je dois vraiment schématiser, vulgariser, et malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, c'est un petit peu comme si on décidait, de créer un Doctolib qui avait les capacités d'un médecin généraliste. Donc en fait, tu arrives, il te pose un diagnostic et en fonction du diag, il va te dire: «Ben, tiens, voilà les professionnels vers qui tu devrais, te tourner, pour, essayer de résoudre ton problème». OK. Hyper intéressant, c'est un sujet qui me passionne. Pour toi, est-ce que c'est un mal français ce manque de culture et d'envie, d'avoir des objectifs financiers? Enfin, Mmh. d'envie, je dis d'envie, de volonté, de capacité aussi, hem, est-ce que c'est un mal français? On a l'impression, après on est très influencé par, les anglo-saxons, mais que nos voisins anglais ou outre-Atlantique, aux États-Unis, c'est moins le cas. En tout cas, c'est moins répandu dans, la classe de population que tu as décrite. Alors, il y a le problème, c'est qu'il y a des études qui disent tout et son contraire. Il y a des études qui disent qu'on est plus mauvais que la moyenne, il y a des études qui disent qu'en fait non, c'est juste que tout le monde est mauvais, indépendamment le pays dans lequel tu vas. Enfin, Mmh. c'est, vraiment même rien que sur l'Europe, j'ai trouvé des études qui disent, enfin voilà, qui classent les pays, et il y en a d'autres qui disent: «Non, mais globalement, si on prend une échelle plus», en fait non, on est tous, nazes. OK. Hem, je pense que le sujet il est délicat parce que, effectivement, ce que tu dis est intéressant. Il faudrait regarder, comparer par pays,
par CSP, par catégorie socio-professionnelle. Et là, on pourrait avoir quelque chose. Et bon, j'ai pas fait l'exercice, donc j'aurais du mal à me prononcer. Maintenant, de ce que j'observe, je pense qu'il y a 2 facteurs. Nous, par rapport aux anglo-saxons, c'est vrai que on va avoir tendance à avoir et or, on avait tendance parce que c'est en train de sujet c'est, en train de changer et c'est un sujet qu'on pourra aborder. Hem, on avait tendance à être moins curieux sur les mécaniques d'investissement, tout l'écosystème, hein, d'investissement qui existe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est dans un pays qui, pendant longtemps, nous a en fait beaucoup materné sur ces sujets-là. On est dans un pays où et alors ce que je vais dire est vraiment une image d'Épinal, hein, c'est presque un poncif, faut mettre de la nuance, mais c'est juste pour illustrer, où en fait on pouvait traverser sa vie sans trop de problèmes, sans se préoccuper de l'investissement. Ouais, Simplement parce que les 2 vrais gros sujets sur lesquels normalement dans les autres pays, il faut faire, extrêmement gaffe, et être assez éveillé sur ces sujets-là, c'est la santé Oui, et la et la retraite. c'est la retraite, Ouais, totalement. et en fait, techniquement, vu qu'en France, ces 2 choses-là sont enfin, l'État s'en occupe pour nous, en fait, ça fait que n normalement, déjà, sur ces 2 aspects, pour ta santé, bah, en fait, tu épargnes sans tu épargnes sans t'en rendre compte parce que tu as les prélèvements, enfin, ouais, et cetera, totalement. et pour la retraite, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a un manque alors on va plutôt dire ça comme ça, il y a un manque de curiosité qui est historique. Après il y a une chose et ça alors, je j'ai jamais vérifié ce truc-là, mais je trouvais que l'angle était intéressant. La différence entre les pays anglo-saxons et la France, par exemple, c'est que, les pays anglo-saxons, c'est des pays qui sont majoritairement et d'origine, protestants et donc il y a une culture du succès financier qui est admise ou en tout cas qui est bien vue. Là où nous, on est, d'origine, catholique Ouais, où en fait, c'est un peu plus tabou Oui. et forcément déjà ça ancre dans les croyances, ça ancre, enfin forcément ça va infuser sur plein d'aspects de nos vies. Maintenant, je pense quand même que alors on part de loin. Je disais tout à l'heure que j'interviens dans certaines écoles sur des cours d'éco. Il y a pas une année où je suis pas obligé d'expliquer très simplement comment fonctionne la bourse et à quoi ça sert et que c'est pas un casino en ligne, enfin ah qu'il y oui, a une fonction derrière. Après critiquer, enfin ou pas, enfin Bien pas mon sûr. problème, mais que cette chose-là existe pour une raison précise, hein, qui est le financement de l'économie. Enfin en gros, et après avec toutes les dérives qu'on a, mais il y a vraiment de base un manque d'informations sur ce sujet-là et on retombe sur l'éducation financière. Est-ce que c'est en école qu'on devrait l'apprendre ou autre? Et donc, on a ce point de départ et maintenant on a un shift qui est en train de s'opérer parce que et je pense que le covid a été un élément déclencheur parce que les gens avaient rien d'autre à foutre que de s'intéresser à ça. c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça se voit, enfin, il y a plein de boîtes qui ont explosé à ce moment-là parce que les gens ont commencé à avoir un excédent d'épargne parce qu'ils pouvaient plus dépenser et qu'ils ont commencé à placer leur argent et qu'ils cherchaient des nouvelles solutions. Il y a qu'à regarder la tendance, des fintech qui ont été créées dans les années, entre 2019 et 2021 et regarder, en fait, les trajectoires qu'elles ont eues sur les premières années. Donc il y a eu un boom de l'intérêt et ensuite, il y a eu un boom de l'intérêt pour l'investissement et maintenant on s'aperçoit qu'il y a un boom de la pédagogie de l'investissement. Avec, de plus en plus de personnes qui deviennent des figures reconnues, des KOL, les leaders d'opinion, sur des sujets de l'investissement. Il y a de regarder le nombre de bouquins qui sortent sur l'éducation financière en ce moment. Il y a plein de choses, en fait, qui sont en train de se passer. Donc je pense que oui, effectivement, on a un train de retard sur beaucoup de sujets. On en a pris conscience et il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place, mais pour moi, le panorama, il reste quand même encore incomplet. Il y a des choses qui sont pas, qui devraient être traitées, qui ne le sont pas. Aujourd'hui, dans la montée du niveau de l'éducation financière des gens, je trouve que les sujets ne sont pas tous traités de manière égale et ça s'explique, en fait, par le contexte. Comme je le disais depuis le covid, énormément de startups de fintech, par exemple, ont émergé, proposant des nouvelles solutions d'investissement, des nouveaux produits Ouais, d'investissement, des nouveaux moyens d'investir et cetera et cetera et en fait, quand on regarde aussi les vulgarisateurs et cetera, ils vulgarisent beaucoup les sujets d'investissement. En fait, il y a tout qui tourne autour de l'investissement et pour moi, ça a amené un énorme biais. Ça a amené le biais selon lequel on viendrait à penser que gérer ses finances, c'est investir.
Et c'est un énorme problème parce que, pour 2 raisons. Déjà, c'est que c'est une vision incomplète et c'est que c'est une vision, presque un peu, anachronique. On rate en fait la chronologie de ce qui est en train de se passer. Normalement, gérer ses finances, les travaux et cetera, ils détaillent, 6 ou 7 piliers. Alors je les ai peut-être plus toutes, mais il y a la gestion de la dette, la gestion du budget, la compréhension de l'investissement, la compréhension de l'économie, enfin du contexte économique, les droits du consommateur et la psychologie financière. Je sais pas combien ça fait, 6, 7, enfin bref. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Et normalement, c'est si on arrive bien comprendre tous ces fondamentaux-là et être suffisamment éclairé sur ces sujets-là, qu'on va être en mesure de générer un excédent, qu'ensuite on pourra chercher à investir. Et le raccourci qui est fait par des gens qui disent: «Je vais m'occuper de mes finances. Ah, je vais ouvrir un plan, quelque chose». Ouais. C'est pas forcément faux, parce qu'ils ont de l'excédent, c'est bien. Mais par contre, ça les obsède tellement que ça occulte tous les autres sujets un peu moins, fun et peut-être un peu moins rémunérateurs sur lesquels ils devraient se pencher. Parce que c'est génial d'investir avec un rendement de, je sais pas, 7 par an. Mais si c'est à côté de ça pour mal gérer sa dette et se faire tondre, Ouais. à un taux supérieur, ça sert pas à grand chose. C'est super d'investir à 7 par an, mais si à côté de ça, on se fait vider les comptes par une arnaque, au faux conseiller parce qu'on n'a pas été sensibilisé là-dessus, ça sert pas à grand chose. Et en fait, on voit que ben, il y a tout un tas de sujets complémentaires qui devraient être traités et qui ne le sont pas. Et en fait, on manque de porte-parole aussi visibles que, ben, en fait, les vulgarisateurs de l'investissement sur, ces sujets-là. Moriarty, c'est la plateforme qui te permet en 90 secondes d'avoir accès à l'ensemble des aides publiques qui sont disponibles pour ton entreprise. Ça s'adresse à vraiment toutes les entreprises, que tu sois artisan, créateur, que tu sois fondateur. L'ensemble des aides disponibles et que tu peux aller chercher, disponibles sur Moriarty à partir de ton SIRET ou de ton SIREN. Ce que tu disais sur les sachants, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a un vrai sujet, tu parlais de ruissellement et de pédagogie, de transmission. Est-ce que le sujet des sachants, c'est un sujet de pédagogie? Est-ce que c'est un sujet de réglementation? Parce qu'on sait qu'en France, pour parler finance, normalement, il y a des certifications, des accréditations à avoir en général. Oui, bien sûr. Ou il y a aussi un sujet d'opportunité. Tu as gratté le sujet en parlant de ce qu'on a à vendre et ce qu'on en retire, derrière. Mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin? En fait, les 2 points que tu mentionnes, pour moi, ils sont valides. C'est que d'une part, oui, il y a effectivement des barrières à l'entrée, mais plus pour exercer une profession. Il y a donc, faut être, enfin, en gros, si on veut être CGP, ben, du coup, il y a des associations à avoir, l'ORIAS et cetera. Ensuite, il faut être adhérent à une association, enfin, pas mal de choses qui sont des garde-fous, en fait, hein, qui sont très bien. Totalement. Par contre, j'ai jamais entendu, quelqu'un aller en prison, parce qu'il avait dit un truc sensé sur de l'économie ou sur de la Ouais. finance. Donc en fait, c'est pas tant corrélé que ça. Mais je pense, comme tu dis, il y a une question d'opportunité. Hem, Finalement, des vulgarisateurs, et je préfère dire des vulgarisateurs que des influenceurs, Ouais. parce que comme ça, on évite la connotation des influenceurs qui te vendent, Les les formats, placements à la con, de et la cetera. Mais ouais, en fait, les vulgarisateurs, il y en a plein sur les sujets, mais je pense que par contre, c'est vrai qu'ils vont se positionner sur des sujets, soit des sujets, qui vont faire des vues et du coup qui leur permettront de vivre derrière, soit sur des sujets qui permettent d'amener des produits financiers. Donc force et c'est pas forcément mal, mais ça drive en fait le débat autour, ben, forcément de sujets, précis. Et ben, forcément, on va avoir moins de vulgarisateurs sur des sujets qui sont plus difficiles à monétiser finalement, sur lesquels le business model est moins évident. On parlait des arnaques financières. Moi, c'est un sujet qui me fascine, enfin les sujets des arnaques financières, les tonnes de SMS qu'on reçoit, enfin Ouais. les faux conseillers, enfin j'ai entendu et j'ai vu des histoires dingues à ce sujet-là. Enfin, il y a de quoi écrire des bouquins. Mais c'est un sujet qui est moins sexy parce que perdre de l'argent, ça intéresse moins qu'en gagner. Par exemple, gérer sa dette, ouais, c'est bien. C'est quand même moins intéressant que gagner de l'argent et en fait, enfin, c'est tout le problème. Biais cognitif un peu. Ouais. Enfin, ce truc-là, me lance pas. Enfin, c'est la finance comportementale, c'est une grosse part de l'ADN de Jared. Parce que en fait, dans notre système, on a des moyens d'évaluer la sensibilité des gens à certains biais cognitifs. Faut rappeler juste rapidement la finance comportementale? Oui. Très simple, hein. Finance comportementale,
Il faut savoir que dans les cursus, économiques traditionnels, on fait des postulats. On fait, on a ce qu'on appelle des axiomes, c'est-à-dire des vérités qu'on considère comme vraies, qu'on va pas remettre en question pour poser le débat. Ouais. Et un des axiomes, c'est ce qui s'appelle l'homme économique, Homo Homo economicus, economicus, qui dit tout simplement que l'homme avec un grand H est, rationnel. quelqu'un qui est capable d'être le plus rationnel possible, de prendre, d'avoir accès à toute l'information nécessaire pour prendre les meilleures décisions possibles pour maximiser son utilité, donc en gros, le bénéfice qu'il tirera de sa décision. En gros, il est omniscient et super intelligent. Et ça a posé les fondements de plein de trucs, de l'école de Chicago, enfin de plein de fondements économiques. Et il y a un il y a un bonhomme qui est arrivé dans les années 60, 70, qui s'est juste dit: Pas sûr. «C'est peut-être un peu gros, pas sûr». Et en fait, cette personne-là a commencé à se documenter, à observer plein de comportements irrationnels dans les décisions financières prises par les gens, à échelle individuelle et à échelle, plus macro, et c'est ce qui a donné les bases de la finance comportementale et de l'économie comportementale. Donc c'est simplement le fait de prendre en compte le fait que peut-être on n'est pas si bon que ça dans nos choix et qu'on commet des erreurs humaines. Et ces erreurs humaines-là sont souvent le fruit d'erreurs, de jugement qu'on fait, et ces erreurs de jugement-là s'appellent des biais cognitifs parce que, sans rentrer dans les détails, notre cerveau est parfois habitué à être un peu en pilote automatique et à faire des trucs par habitude, et sauf que quand le contexte change, et ben, on se prend les pieds dans le tapis, et le décalage qu'on a entre ce qu'on attendait et ce qu'on a reçu et ce qu'on espérait, et ben, c'est un biais cognitif. Donc la finance comportementale, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, et je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait beaucoup plus creuser, de manière vulgarisée, hein. Enfin, il y a Ouais. plein de moyens de vulgariser ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, et on en parlait encore hier avec, mon conseiller en finance comportementale qui est un scientifique, qui voue sa carrière à ça. On en parlait encore hier. Le problème, c'est qu'il y a pas encore eu de gros shifts, de grosses transpositions des choses qu'on a apprises sur la finance comportementale dans des applications très, B2C, très, vie Ah oui. quotidienne. Nous, on essaie de réfléchir à comment amener ça. Mais ce qui est drôle, je veux juste finir là-dessus, on s'aperçoit que amener de la bonne manière, en fait, ça fascine les gens. Si on leur dit pas: «On va vous expliquer de la finance comportementale». Je donne un exemple. On a fait, à l'époque, une première saison de podcast, on a invité plusieurs invités, et l'un d'entre eux était ce scientifique. Et dans l'heure ou l'heure et demie d'échange, parcouru plein de choses, économie comportementale, finance comportementale, sciences cognitives, heuristiques, biais cognitifs et certains biais cognitifs. Et à un moment, on dit simplement que il y a quelque chose qui s'appelle le gambler's fallacy, donc l'erreur du joueur, qui est de penser que les événements ont une incidence les uns sur les autres. Par exemple, vous allez au casino, vous jouez à la roulette, et s'il y a eu 4 noirs qui sont sortis, Que ce sera un rouge. voilà. Alors qu'en fait, les lancers sont indépendants. Ce truc-là, c'est à date, hein, le reels, parce qu'on a isolé, on a mis ça en reels, qui nous a fait le plus de vues. Je crois qu'on doit être à 300-350 000 vues, ce qui est 300 fois plus que n'importe quelle autre vidéo qu'on a faite. Oui. Et pourquoi? Parce que dedans, les gens se prennent la tête, ils se mettent sur la tronche parce qu'ils sont pas d'accord. Parce qu'on touche à des croyances qu'ils ont. Totalement. Et le nombre de personnes qui nous expliquent: «Ouais, mais de toute façon, ces 2 mecs-là, ils disent de la merde, enfin, c'est pas vrai, moi, je l'ai déjà vu de mes propres yeux» et cetera. Je vais faire un rappel, asseyez-vous dessus, avalez ça. La gambler's fallacy, c'est une réalité, et non, les lancers sont indépendants. Oui. C'est tout. En fait, eux, ils se trompent parce qu'en fait, sur des grandes quantités, là, il y a un peu d'élasticité parce que Totalement. en fait, il y a l'espérance qui rentre en jeu, il y a, enfin, tout un tas d'autres facteurs. Mais sur les conditions réelles, c'est-à-dire, les mecs qui vont jouer 4 lancers au casino, non, bah, en fait, il y a pas de corrélation. Et en fait, les gens, enfin, c'est tellement ancré, les gens n'arrivent pas à passer outre. Et je dirais ouais. Pardon, il y a, je crois même un sujet scientifique, sur ça, c'est Markov, non? Ou le markovinisme. Moi, j'avais eu à traiter ça sur, justement la
capacité, pas la capacité, mais la propension du défaut des clients bancaires, clients Oui. corporate. Et c'était assez incroyable de regarder ça sur des grandes matrices quand on a dû mettre en place IFRS 9 dans mon passé. Donc c'est un vrai, vrai sujet et c'est vérifié, comme tu le dis, Ouais, hein. bien sûr. Et en fait, les gens, en fait, ce qu'ils commencent à décrire, c'est la martingale, la Ouais. fameuse. Mais en fait, la martingale, elle est pas réaliste parce que la martingale, c'est théorique. En fait, en théorie, la martingale peut fonctionner. Le problème qu'il y a, c'est que, et je l'oublie, la base de la martingale, c'est qu'il faut une ressource d'argent illimitée Exact. Ouais. pour qu'elle fonctionne. Parce que sinon, à un moment, en fait, bah, enfin, au bout de 10 tours ou je sais plus 10-15 tours, enfin, globalement, plus personne n'a les moyens de toute façon. Parce qu'il faut doubler à chaque fois. C'est Faire. ça. C'est Il y a un moment où le mec, il sera à sec. Et si, en fait, dans les conditions du réel, il peut pas suivre la théorie, bah, en fait, c'est que ça marche pas. Enfin, en pratique, les casinos sont un terrain de jeu pour les Incroyable. scientifiques Oui. en finance Oui. comportementale. Il y a tout, ils se tournent, ils vont à un autre cas pratique et c'est dingue. Et en fait, nous, on veut vraiment essayer d'amener un petit peu ça. On est en train de chercher, c'est un vrai sujet. On est déjà, nous, en mesure de mesurer de la sensibilité à des biais cognitifs. Et on a réussi à rendre ça digeste, à faire en sorte que, ben, du coup, on n'ait pas besoin de poser, 50 questions dans des conditions, bref. On a réussi à faire en sorte qu'on arrive à quantifier la sensibilité des gens. Donc par exemple, toi sur tel biais, tu serais sensible à 0,1, sur un autre biais à 0,3, sur un autre biais à 0,9 et cetera. Toi autre chose, moi autre chose. En fait, on a des signatures cognitives uniques. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe nulle part en finance. C'est assez drôle parce que quand j'ai dit à mon advisor, «Tiens, une fois qu'on a ces datas-là, en fait, est-ce que tu as, des travaux, sur lesquels on peut savoir comment?» Il dit: «Non, en fait, ça, c'est les limites aujourd'hui, de Ah oui. l'application». En fait, OK. d'un point de vue macro B2C, on n'est jamais allé plus loin sur de la correspondance entre des signatures cognitives, donc en gros, hein, des façons enfin, des combinaisons de biais et d'autres données, plus standards en termes de finance. Et nous, on est persuadés que là, on va réussir à faire une percée. Alors, moi, j'en parle parce que je suis content, mais c'est pas quelque chose qui sera visible pour l'utilisateur. Mais par contre, dans les recommandations qu'on va pouvoir apporter, on va faire en fait et à un moment, on sera capable d'avoir vraiment une innovation de rupture parce qu'on sera capable de faire correspondre des comportements avec enfin, on arrivera à trouver des patterns, des comportements corrélés à des professions, à des moments de la vie, à des objectifs financiers et cetera. Et une fois que tu ouvres ça, tu es capable de faire plein de choses. Tu es capable d'anticiper, ce qui pourrait potentiellement t'arriver dans le futur avec pas mal d'exactitude, donc d'éviter des soucis financiers donc faire du minority report, Oui. éviter des soucis financiers avant qu'ils se produisent. Bref, il y a plein de choses à faire. Ouais, ce Les serait un profiling ultra poussé et dynamique aussi. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, les acteurs financiers ne vont pas plus loin parce que la réglementation ne leur impose que de prendre en compte un seul biais. Donc la Ouais. réglementation, c'est MiFID, Ouais. 2 Oui. pour ceux qui connaissent, mais c'est pas important. La réglementation impose aux acteurs financiers de prendre en compte un seul biais qui est l'aversion au risque. Oui, c'est l'aversion au Oui. risque. Donc c'est bien, c'est un bon début. Avec un biais, on va pas loin parce qu'en Mmh. fait, il y a une telle diversité de sujets sur lesquels se manifestent différents biais que, bah, en fait, il faut qu'on en ait plusieurs pour essayer de couvrir un tout petit peu le spectre du comportement financier des gens. L'aversion au risque, c'est génial, mais l'aversion au risque ne va pas t'aider, à mieux gérer ton budget, par exemple, Non. ta dette. Ça va t'aider un petit peu dans l'investissement, à pas faire de trucs qui vont te faire te réveiller la nuit et pas être bien parce que tu es trop exposé par rapport à ce que tes tripes, elles sont capables de supporter. Sur des sujets plus terre à terre, il y a d'autres biais à tester qui sont passionnants, qui sont trop intéressants pour savoir, par exemple, si une personne dépense trop. Si une personne, risque d'être trop sujette, au marketing et donc à engager, trop de dépenses, si elle est irrationnelle sur certains aspects et cetera. Ouais. Voilà, en gros, c'est, un panorama qu'on essaie de construire. D'accord. D'ailleurs, désolé, hein. D'ailleurs, ce questionnaire, qui est lié au MiFID, on ne l'a que quand on veut aller, sur des produits un peu moins classiques. On ouvre un livret A, on ne va pas nous soumettre ça. Le banquier a envie d'avoir ce livret A qui est ouvert, on n'a pas le questionnaire et à partir du moment où on part sur un PEA qui est peut-être même piloté par la banque, là, on est obligé. Donc il y a un peu, Ouais, une tout à fait. décorrélation avec, l'objectif final qui est de protéger la personne puisque, comme tu le dis, sur la partie dépenses, il y a aucun questionnaire, il y a aucun Bien sûr. profiling, qui est fait.
Non et souvent et puis même pire que ça, parfois c'est de l'autodiagnostic qu'on me demande. Oui, C'est ça. Enfin déjà en fait, rien de dire, enfin rien que juger uniquement la version à la perte. J'ai de vagues souvenirs des questions telles qu'elles sont posées par certaines banques. Ouais, il y a quand même il y a un biais déjà dans la réponse parce qu'en fait la façon dont on leur demande, «Ah est-ce que tu es plutôt, dynamique ou offensif ou machin?» Averse au risque. Ouais exactement et je pense que là-dessus, il y a d'énormes progrès à faire. Pas forcément dans le test en lui-même parce que encore une fois, enfin ça permet de récupérer une donnée, mais en fait, il faut à tout prix réussir à faire correspondre avec d'autres données pour essayer vraiment d'avoir plutôt un profil un peu plus complet sur ces sujets-là. Parce que ce qui est en plus un peu, compliqué, c'est que ces réponses-là, par exemple sur l'aversion au risque, en fonction des réponses, ça empêche les gens d'avoir, des opportunités d'investissement. Alors qu'en fait et c'est ça qui est, un peu contre-intuitif, tu prends par exemple quelqu'un, et pareil, on va reprendre des poncifs, mais c'est juste Ouais. pour, faire des gros, des grosses familles et juste pour expliquer la chose. Quelqu'un qui par exemple, va décider d'être, je sais pas, fonctionnaire par exemple. Il est possible qu'elle ait choisi, cette personne qu'elle ait choisi cette carrière-là pour la sécurité, pour la sûreté. Donc c'est quelqu'un qui est averse au risque et donc qui dans ses questionnaires va avoir un taux d'aversion au risque élevé, donc du coup qui va recevoir en recommandation seulement des placements à faible risque. Ouais. Mais c'est là où il y a un problème, un paradoxe, c'est qu'une personne qui a une sécurité de l'emploi, qui l'a choisi par aversion, elle pourrait se permettre De prendre plus de de risques. prendre plus de risques. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait une réflexion, une pédagogie. Hem, je veux pas dire le terme débiaisage parce que ça aussi, il y a plein de gens qui te vendent du débiaisage et ça existe pas. En fait, tu peux pas te débiaiser, tu peux pas changer ta limité, nature, en voilà. fait, Ouais. mais tu peux juste apprendre à faire avec et si on te l'explique bien, bah, essayer de tempérer les choses. Moi, il y a certains biais, depuis que je suis conscient et que je connais un peu mon niveau, je prends plus les mêmes décisions. Je réagis un peu différemment et sur des trucs très simples de la vie quotidienne, hein. Ouais. Mais donc voilà, quelqu'un qui est averse au risque, en fait, puisque cette aversion au risque lui a fait prendre certaines décisions, ce serait le moment d'essayer de compenser avec d'autres choses. Quelqu'un qui va décider d'être, entrepreneur, qui vit au jour le jour et qui en fait n'a aucune appétence enfin en gros, il n'a aucune aversion au risque et ben, en remplissant un questionnaire, on va lui dire: «Ah toi tu peux placer, au risky, maximum et cetera». Ouais, mais en fait, peut-être que c'est le contraire qu'il lui Il va faudrait Total. et essayer de tempérer en fait et de jouer sur à nouveau plusieurs niveaux, plusieurs facteurs. avoir un matelas de sécurité ou voilà. Mais j mais encore une fois, pour monsieur tout le monde, jamais on descend à ce niveau-là de réflexion. C'est vrai. Oui. Est-ce que dans le B2B, on a, l'open banking? Est-ce qu'il y a un sujet similaire, pour le B2C? Et est-ce que simplement en accédant via de l'API plus, une intelligence artificielle, ce serait pas possible d'avoir toutes ces réponses? Alors si et ça se fait déjà un petit peu, l'open banking, alors l'open banking, c'est quoi? C'est simplement le fait qu'on a expliqué aux banques, qu'elles n'avaient pas le droit de retenir les informations bancaires des gens et que si un client d'une banque avait envie de partager, par exemple, ses relevés de compte à un tiers, elle avait le droit. Parce que la donnée appartient à l'utilisateur et pas à la banque. Et donc depuis que cette réglementation-là est passée, donc réglementation qui s'appelle, c'est la DSP2 je crois, encore une fois, Totalement, oui. on s'en C'est ça. non, on s'en fout pas. La DSP2, elle a permis à toute une nouvelle génération de fintech, Acteur. Oui. à partir de 2017, de proposer des solutions backées sur de l'open banking. Donc il y a eu les agrégateurs de patrimoine qui ont Ouais, vu le jour, les agrégateurs de comptes bancaires et tous les trucs de banking en fait, hein, Oui. donc de total. dépenses, de budget et cetera et cetera. Le seul qui était ultra précurseur, c'est Bankin, la société, qui permet de faire de la budgétisation et elle le faisait depuis 10 ans parce qu'elle scrapait, les comptes, les pages, des relevés de comptes et Mmh. cetera. L'histoire était assez drôle. Mais donc ça fait maintenant donc 8 ans qu'on a de l'open banking et il y a un truc qu'on s'est aperçu, nous on a fait des études et quand on demandait ce que les gens étaient prêts à fournir comme information à de l'IA, il y a eu plein de réponses différentes, mais celle qui est le moins ressortie, c'est les relevés de compte. Ah oui. Mais je pense pas que ce soit corrélé à de l'IA. Je pense juste que ça fait 8 ans que les gens, ils donnent accès à leur compte à, 1 000 000 de solutions différentes et ils se rendent juste compte qu'au bout de 8 ans, leur vie a pas fondamentalement changé.
Ouais, OK, j'ai plein de graphiques qui me dit que le mois dernier, j'ai dépensé trop. OK. Ouais, oui, c'est vrai. Je vais essayer de dépenser moins. Mais il y a pas de playbook pour ça. Oui, OK, j'ai vu que, mon épargne de sûreté était de temps et pas de temps et qu'il faudrait que je mette plus en place. Je suis quand même tout seul pour le faire, pas de Ouais. playbook pour ça et donc nous, on fait le pari aujourd'hui et dans un premier temps de pas faire d'open banking. Parce que si je refais le parallèle avec la médecine, le médecin généraliste, il peut diagnostiquer pas mal de trucs sans avoir besoin de ton bilan sanguin. Juste en t'écoutant parler, avec un peu d'expérience et un peu d'analyse, comparative avec d'autres, data, avec d'autres types de données, parfois même de la donnée publique, il est capable de réussir à faire pas mal de choses. Et le fait de pas te donner un bilan sanguin, ça va te donner un peu moins peur. Donc nous, on pense qu'on peut assez bien, surtout sur de l'entrée, en matière comme ça financière, contrebalancer le fait qu'on mette pas d'open banking pour essayer de rassurer les gens parce que de toute façon, derrière nous, notre but, c'est d'envoyer vers des gens qui sont experts et qui, eux, par contre, sauront travailler sur ces données-là et qui pourront apporter la valeur que les gens aujourd'hui ressentent, manquante. Très clair. L'open banking, oui, je pense qu'il y a des choses super intéressantes à faire, mais au même titre que je pense qu'il y a des choses super intéressantes à faire sans open banking. Et aujourd'hui, le sujet de l'open banking, c'est pas open banking combiné à IA, c'est aujourd'hui comment les gens perçoivent l'open banking. Et je pense, mais ça c'est très personnel et peut-être que je me trompe, que le point de vue a un peu changé. Comme c'est plus nouveau, c'est plus aussi excitant qu'avant, et en fait, les gens réfléchissent maintenant à deux fois, et ils sont plus éduqués aussi sur la protection de leurs données. Données, oui. Et donc, je pense qu'ils font un peu plus attention. Il y a aussi peut-être un sujet qui n'existait pas et qui arrive en France, c'est le sujet du cashback, qui Ouais, n'a bien pas sûr. permis, l'essor, justement de ces solutions, d'open banking. Est-ce que, c'est un sujet que vous étudiez, vous, ou pas du tout? Nous, fondamentalement, je m'avance peut-être, sur le futur, mais pour l'instant, on n'a absolument pas en tête de pousser un produit ou une solution de paiement. Donc nous, on ne OK. compte pas amener du cashback parce qu'il y aura déjà pas de cash Oui. spend, ouais, de cash pay. Enfin, en fait, mais le cashback, c'est intéressant et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit, de plus en plus émerger, et il y a qu'à voir la diversité des quelque chose back qui sortent. Donc il y a le cashback. Donc cashback, c'est, tu dépenses tant et je t'en rends un tout petit peu en rétrocession, en fait. Ouais. Celui que j'aime bien, c'est celui de Trade Republic qui est du save back. Donc save back, c'est tu dépenses tant et en échange, tu reçois un petit peu sous forme, d'argent investi en actions, ou en ETF ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien parce que en fait, au début, je comprenais pas fondamentalement la différence, mais en fait, c'est vrai que ça évite l'étape d'investir, pour la personne. Donc c'est un investissement automatique Ouais. et donc forcément, et là, on retombe sur un biais cognitif très documenté qui est le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est, donc il y a une grosse étude qui a été faite par le prix Nobel Richard Thaler, finance comportementale, qui s'est rendu compte que, quand tu coches certaines cases par défaut, donc c'est du nudge, c'est de l'incitation. Mais en fait, il peut y avoir des différences significatives. Et en fait, par exemple, ils ont fait ce travail-là sur les retraites aux États-Unis. C'est: est-ce que tu acceptes qu'on indexe ton épargne retraite par rapport à tes évolutions de salaire? Par défaut, c'était oui, alors qu'avant c'était non. Et par défaut, c'était oui. Ils se sont rendus compte que en gros, sur un certain nombre d'années, bah, en fait, l'épargne retraite augmentait. Logique, se dirait-on. Ouais. Sauf qu'en fait, quand il s'agissait de cocher soi-même la case, les gens ne le faisaient pas. Et donc là, en fait, le mécanisme de Trade Republic, alors je suis pas dans leur, secret, mais je le comprends comme ça, c'est qu'ils ont choisi de faire du payback plutôt que du cashback, enfin du save OK. back plutôt que du cashback, parce qu'en faisant du save back, ils routent l'argent directement sur, de l'investissement. Là où si on t'avait rendu l'argent, Tu vas peut-être le tu l'aurais utiliser. peut-être dépensé ou laissé, végéter sur, ton petit compte épargne ou ce truc-là, et tu l'aurais pas investi. Ouais. OK. Il y a un sujet sous-jacent, tu l'as nommé à un moment, qui est hyper intéressant, et c'est, je pense aussi, votre sujet, c'est l'asymétrie de l'information. Alors c'est quelque chose qui nous tient, Bien sûr. à cœur. Comment vous traitez, ce sujet d'asymétrie de l'information? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous voyez des changements, sur ces sujets-là? Moi, j'ai un pas un sous-jacent, mais on va dire un corollaire de ce sujet, c'est celui de la retraite. Tu avais dit qu'on s'était pas du tout, intéressé, pas du tout, mais c'était peut-être un biais qui nous avait, éloignés, du sujet des finances en France.
il y a l'air d'avoir un shift sur ce sujet des retraites. Et on se rend compte que les gens n'ont pas forcément la compréhension ni l'information qui leur permet de comprendre comment fonctionnent les retraites en France. Donc l'asymétrie, la question est longue, hein. Hein, L'asymétrie, c'est comment vous le traitez? la réponse aussi, t'as que la face, papa. La symétrie de l'information, ouais, c'est un sujet énorme, et qui touche, en fait, tous les sujets. Je refais le parallèle avec le médical. Symétrie énorme, mais presque par nature et celle-là, elle est admise. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en finance, c'est le seul secteur où on attend des gens qui se comportent comme des professionnels alors qu'ils ne le sont pas. Et parfois, c'est voulu par les pros, parfois voulu par les personnes elles-mêmes. Plein de gens qui font les traders, hein, alors que, ils ont, comme, ancienneté, 1/4 d'heure de tuto YouTube, quoi. Enfin, en gros, c'est en fait le problème de la symétrie de l'information. Ça, en fait, moi, j'englobe ça dans le problème, enfin, dans le sujet de l'éducation financière. Et en fait, tu vas réussir à réduire l'asymétrie de l'information en alimentant plus l'éducation des gens. Pas forcément pour les amener au même niveau. En fait, parce que pour moi, l'asymétrie, c'est normal. C'est normal, sinon personne se ferait chier à faire des études, si c'était pas pour provoquer volontairement une asymétrie de l'information. Et si on regarde un peu l'économie, le commerce, tout tourne autour d'une asymétrie de l'information, parfois mise en pratique sur la production de biens, enfin, et donc l'asymétrie, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui manque, c'est juste s'assurer que dans cette asymétrie-là, on ait quand même donné les clés aux gens pour comprendre les sujets abordés. Pas forcément pour les connaître aussi bien que la personne qui nous les explique, qui nous les vulgarise, mais il faut qu'on s'assure que la personne en fait, il faut qu'on s'assure qu'on soit capable de se mettre au niveau de la personne pour lui transmettre les bonnes informations et ensuite s'assurer aussi que ça a été compris. Déjà, on ne peut pas expliquer à 2 personnes le même concept de la même manière. Parce que, et c'est enfin le sujet de la pédagogie, hein, parce que, bah, les personnes, elles vont pas avoir les mêmes aptitudes, le même Ouais. temps, la même éducation et on retombe sur les sujets de base. Donc ça demande déjà un degré de personnalisation. Mais en plus, derrière, il faut qu'il y ait, une boucle de feedback. Donc en fait, il faut qu'on s'assure qu'une fois qu'on a expliqué les choses, que les choses ont été bien comprises. Mais c'est tout. Pour moi, la symétrie, elle existe, mais normale, enfin, elle fait partie inhérente des échanges humains, etc. C'est juste que en finance, ce qu'on observe, c'est que cette asymétrie-là peut parfois être néfaste et que certaines personnes vont tirer profit de cette asymétrie-là à mauvais escient. Et là, on retombe sur les influenceurs qui vendent Ouais. des cochonneries et les commerciaux mal intentionnés. Et là, on parle d'influenceurs, mais on peut pas aussi parler de sales, hein, de plus grosses boîtes qui vont essayer de refourguer le produit chargé de frais à la personne qui ne comprend pas l'incidence des Totalement. frais, qui Ouais. ne comprend pas les intérêts composés, qui ne comprend pas ça, en fait. J'ai des personnes parfois qui me contactent parce qu'elles ont été sollicitées par des courtiers. Et je me rends compte que dans certains cas, en fait, c'est très bien fondé. Enfin, le courtier a fait son travail. Il se rémunère, mais après, c'est C'est normal, c'est le normal, jeu. bien sûr. Mais il y en a d'autres, parfois, tu te dis, putain. Alors, je sais plus pourquoi. Enfin, il y avait quelqu'un qui me parlait justement d'un courtier qui voulait lui pousser un produit loqué sur 10 ans. Donc, une assurance vie, je crois, loquée sur 10 ans avec du fonds euro, de l'unité de compte. Enfin, bref. Et donc j'explique juste que oui, mais tu peux faire la même chose toi-même. Je dis pas que tu dois le faire, je dis juste qu'il faut que tu saches que c'est faisable. Je dis donc, quel intérêt de passer par un intermédiaire comme ça, voilà, vraiment, au vu de La ce qu'il proposait, composition, de la composition, des frais et tous ces trucs-là. Et la réponse était, oui, mais en fait, le courtier m'explique que c'est parce que il y a de la sérénité dans ce placement-là, il y a de la performance, et il y a, je sais plus trop quoi. Et je dis, ouais, mais attends, ces 3 arguments-là. La sécurité, sérénité, performance, c'était ça. Et attends. Si tu vendais des fenêtres et que tu allais voir quelqu'un, c'est quoi les 3 premiers arguments que tu mettrais en avant pour vendre ton produit? Il dit, bah, les mêmes. Je dis, bah, voilà. Enfin, je dis, dans ce cas, à un moment, faut juste tempérer un petit peu, il faut réussir. Et en fait, la symétrie, c'est là qu'elle est dangereuse. C'est qu'en fait, la personne, elle n'a pas les prérequis nécessaires pour comprendre les explications. C'est pas grave qu'elle ait pas le même niveau de savoir.
C'est logique. C'est comme ça que les gens même gagnent de l'argent en Totalement, ouais. apportant des choses et en mâchant le travail, en apportant du temps. Mais s'il n'y a pas le prérequis de base, là, c'est plus compliqué. Et moi, le premier, hein, j'ai déjà failli acheter un Pinel quand j'étais tout jeune. Hein, donc, Totalement, on est d'accord. voilà. Ok. Une question peut-être qui fait débat, c'est-à-dire qu'on parle souvent de... Bon, mais en plus, tu as évoqué plusieurs fois le sujet, la santé et la retraite. Oui. Concernant la retraite, penses-tu qu'il y aura une retraite dans 20 ans? Penses-tu que tu auras une retraite dans 20 ans? Enfin, ou plus, je ne sais pas dans combien d'années. Oh, la question vache. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Et c'est pareil. Le problème, c'est que ça aussi, les gens s'en rendent pas compte, mais un économiste n'est pas quelqu'un qui a la science infuse. Un économiste, c'est quelqu'un qui regarde une situation donnée à travers un prisme spécifique, à travers son prisme. Et du coup, si tu me donnes un économiste qui a une théorie A, je peux te trouver un économiste qui a la théorie fondamentalement opposée. Quand tu écoutes les deux, globalement, tu as l'impression que les deux disent des trucs sensés. Et donc, en fait, et c'est le problème, c'est que comme c'est pas une science dure qui repose sur des éléments, des lois physiques fondamentales immuables, et encore que même ça peut être parfois remis en question, et ben en fait, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute certains économistes, je me dis, ouais, effectivement, ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est qu'en fait, le système, il peut tenir pour certaines raisons, pour des raisons X ou Y, et d'autres disent, non, mais le système, il va dans le mur. Quand on écoute leurs arguments, on se dit, c'est pas faux non plus. Donc, c'est quand même très compliqué de se faire un avis. En plus, je veux dire, je suis pas économiste pas proprement dit. En plus, la retraite, c'est un sujet sur lequel je me suis probablement moins penché que d'autres personnes qui ont beaucoup plus poncé le sujet. Très compliqué de donner un avis. Et ça fait partie des... Quand je sais pas un truc, je dis que je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je ferais, c'est que je partirais du principe que les deux alternatives sont viables parce qu'elles reposent pas que sur des raisonnements appliqués, elles ne reposent pas que sur des éléments tangibles, elles reposent aussi sur des choix politiques. Les choix politiques, eux, peuvent reposer sur de la démagogie, sur des campagnes électorales, sur plein de trucs qui sont en fait n'ont rien à voir du tout avec la réalité du marché. Et donc, comme en fait on ne sait pas au niveau des décisionnaires ce qui peut se passer sur cette décision-là, même si demain on nous dit c'est 100% sûr qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là si on se plante, on n'est pas certain que le choix politique nous emmènera dans cette direction-là. Si par démagogie, il y a plus d'intérêt d'aller dans l'autre sens. Totalement. Donc, pour me protéger, la seule chose que je ferais, c'est partir du principe que peut-être le système existant, qui de toute façon on est dedans, il est en train de tourner, donc il y a déjà des choses qui sont faites pour une des alternatives. Ce qu'il faut, c'est quand même un peu essayer de se préparer sur l'autre alternative. On n'a pas ici moyen de faire de la retraite par capitalisation. Donc, il faut qu'on essaie de faire un petit équivalent. Donc, en gros, essayer d'avoir un placement qui joue un petit peu le même rôle que ce que pourrait jouer un fonds de pension. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la diversité aujourd'hui qu'on a de solutions de placement, la diversité d'acteurs qui proposent des choses, etc., il y a quand même moyen de faire des trucs, d'épargner un petit peu soi-même, que ce soit pour sa retraite ou autre chose. Il y a des solutions qui existent, assez simples à prendre en main et qui permettent déjà de s'y préparer un petit peu. Okay. Très clair. Et du coup, on arrive, tu l'évoques, au produit. Est-ce que tu as une opinion sur les produits actuels? Parce qu'on a parlé du Covid. Le Covid a un peu matché avec l'essor des cryptos. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait qu'on ait distribué de l'argent gratuitement. Ça, on ne va pas se cacher. Il y a, tu en as parlé aussi, le fait que les gens ont plus épargné. Je vais plus au restaurant, je vais plus au bar. Voilà, j'épargne plus, j'achète pas de vêtements, qu'est-ce que je fais de mon argent? Il y a ce truc qui a l'air de tout défoncer, j'y vais. Et puis, il y a d'autres produits aussi plus classiques sur lesquels j'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément non plus beaucoup de médiatisation en France, les ETF. Puis, il y a des produits un peu plus vieux comme les SICAV, comme l'or,
qui sont toujours existants. C'est quoi ta vision du panorama des produits à disposition des Français? En fait, on a accès à beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui, il y a quasiment tout qui a été rendu accessible. Les derniers bastions sont en train de tomber, sont en train d'être rendus accessibles. Je connais des gens qui essaient de démocratiser le private equity. L'investissement en start-up, il y a qu'à voir la hype qu'il y a eu du coup avec les initiatives, le Blast Club, etc. Donc, les gens s'intéressent. Les gens sont toujours en recherche de toute façon du placement meilleur que les autres, qui aura la meilleure performance, etc. Donc, je ne vais pas donner d'avis sur la pertinence de chacun de ces placements ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que je suis d'accord. Aujourd'hui, on a réussi à rendre sexy des choses qui avaient l'air un peu vieillottes pendant des années. Mais ça, il n'y a qu'à voir. Enfin, même si on regarde les fringues, là, je vois plein de gens qui se baladent maintenant avec des bérets rouges parisiens. Ouais, voilà, comme quoi on arrive à dépoussiérer des trucs, quoi. Enfin, mais en fait, au niveau des placements et accessibles et de la diversité, en fait, ce qui est bien, c'est que il y a possibilité de trouver des sujets qui nous intéressent. Parce que c'est quand même un truc, si on a envie de s'intéresser un petit peu à de l'investissement, du placement, putain, vous êtes en train de me faire tomber dans ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, on parle de gestion financière et en fait, on arrive à parler d'investissement et de placement. Voilà. C'est vrai. Mais en gros, si on regarde le placement, c'est important, alors déjà, de respecter des principes de base. Il y a un playbook pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Il y a un playbook où, en gros, il faut quand même faire certains trucs et s'assurer d'avoir fait certaines choses avant de commencer à regarder des trucs un peu exotiques. Logique. Hein. Ouais. Avoir une épargne de sûreté. Ensuite, il y a le choix, est-ce qu'il faut acheter ou pas sa résidence principale. Ensuite, il faut se pencher sur des sujets d'investir plutôt ensuite à l'action, l'immobilier. Après, tu as les placements un peu alternatifs et puis les cryptos, les placements exotiques, etc. Donc oui, il y a quand même un modèle de base sensé, enfin plein de bon sens en fait, qui est accessible. Et ce qui est bien, c'est que désormais, je pense que c'est plus ça qui est important, c'est que toutes les strates de cette... alors je crois que ça appelle ça la pyramide du patrimoine, ou des trucs comme ça. Toutes les strates, aujourd'hui, ont été démocratisées et rendues accessibles. On peut investir en direct sur de l'épargne de sûreté, logique, ça se fait des années. On peut investir en direct dans l'immobilier. Et la diversité d'alternatives de placement immobilier qu'il y a le montre. On peut investir en direct en bourse. Et désormais, et c'est ça la révolution de ces dernières années, à pas cher. Parce que moi, j'ai une anecdote, c'est que je suis rentré tout au début dans la finance. Alors, je me suis intéressé à la finance à cause d'un bouquin et d'un film, il y a des années. Et je suis rentré dans la finance par la crypto. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Et c'est là où je veux en venir. Quand j'ai commencé à vraiment poncer le sujet, etc., investissement, la preuve, moi aussi, je suis tombé dans ce truc-là, mais c'était il y a 10 ans. J'ai commencé à lire tous les bouquins sur l'investissement en bourse, etc., et je me suis dit, Peter Lynch, tous les trucs classiques que les gens lisent. Et je me suis dit, je vais acheter une action. J'appelle ma banque, je dis, je vais ouvrir un PEA. On m'a ouvert un PEA. Et ensuite, j'ai voulu passer un ordre. Et j'ai vu la brochure tarifaire de ma banque, et le passage d'un ordre, c'était 17 €. Margin Calls. Ouais. C'est ça le film, non? Ah non, c'est non. The Big Short. The Big Presque, Short, il y a oui. des gens sur le- Et d'ailleurs, Jared, ça vient de ce film-là. Le nom de la boîte, c'est un clin D'accord. d'œil à ce film-là. Ok. Mais 17 € l'ordre. Et à ce moment-là, avec un pote, on avait reçu une pub sur Facebook parlant de Bitcoin. On était en 2015-2016. Ah oui. Ah. C'est early. Je savais pas ce que c'était. Un pote à moi qui a dit « Attends, je vais poncer le sujet ». Et en fait, du coup, il a dit « Ouais, j'ai passé la nuit dessus, j'ai pas dormi. En fait, c'est un truc... » Bref, il m'a expliqué de A à Z comment faire. Et le lendemain, je dis « non, je vais pas acheter une action, je vais acheter de la crypto. » Alors, c'était une époque un peu différente. Les seuls exchanges qu'il y avait, il n'y avait pas de paire stablecoin. Pardon pour le jargon, il n'y a pas de paire stablecoin, il n'y a que des paires Bitcoin. Donc, en fait, si tu voulais acheter des altcoins, il fallait d'abord acheter du Bitcoin. Oui, c'est un Ouais. diversifié. C'était sur Kraken. Ma toute première crypto, je l'ai Ok. acheté sur Kraken. Donc voilà. Et en fait,
la révolution de ces dernières années. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça m'a vacciné sur les actions pendant des années, ce truc-là. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, fun fact, ce PEA-là, celui-là, du coup, les premiers trucs qui ont été mis dessus, ça a été les parts sociales de la banque parce que c'était le premier truc qui te demandait d'acheter. Il n'y a pas eu d'actions au premier jour. Et c'est un drame en fait, hein. Enfin, Bien sûr. ce truc-là. Alors après, quand tu apprends comment ça marche, tu fais les mesures nécessaires, etc. Tu transfères, tu fais plein de choses. Mais voilà, ça a été la leçon. Et pour moi, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis que toutes les strates de cette pyramide ont été rendues accessibles, c'est qu'elles ont été rendues accessibles à des coûts abordables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui achète encore des actions par ce biais-là, par cette plateforme qui était horrible en plus de la banque, un truc qui devait être encore codé en COBOL ou je sais pas. Bref. Mais maintenant, on parlait de Trade Republic, mais ça marche avec n'importe, avec Shares, avec Revolut, avec tout ce qu'on veut. Tu payes 10 fois moins, au moins, Totalement. de frais. Là, en l'occurrence, tu paierais 17 fois moins si on compare ma banque et Trade Republic. Et en fait, ça a été rendu accessible. Et puis ensuite, les placements un peu plus alternatifs, comme je disais, je connais des boîtes, tu prends Fundora ou autre qui essaient de démocratiser le private equity. Il y a eu ensuite toute la vague, alors eux ils sont tout récents, mais avant ça, il y a eu toute la vague de crowdfunding. Oui. Alors il y a le crowdfunding, il y a le crowd, je sais plus quoi, j'ai plus la terminologie de tous les acteurs, mais plein de choses possibles. En France, on a des flagships, on a Alex de Tudigo, enfin, on a plein de choses qui sont rendues accessibles. Dans les cryptos, alors, le problème, c'est que c'est un écosystème qui est encore très jeune, mais il y a quand même énormément de vulgarisation qui a été apportée sur ce sujet. Plein de solutions d'achat très facilitées. Alors certes, les maximalistes, ils voient ça, ils disent oui, mais en fait, on altère le vœu originel d'être décentralisé, etc. Et on crée des centrales. Ouais, mais en attendant, tant que tu faciliteras pas, tant que tu rendras pas ce machin-là accessible à monsieur tout le monde, en fait, tu n'auras pas de volume, tu n'auras pas d'acceptation du marché, etc. Et je trouve qu'on est en train d'y arriver quand même, c'est pas mal. Ensuite, les métaux précieux, c'est pareil. Maintenant, tu peux acheter des métaux précieux très facilement. Oui. Exactement. Il va y en avoir encore plein d'autres qui vont arriver. Oui. Donc, je pense qu'on a vraiment tout ce marché-là, tout cet écosystème de solutions d'investissement, elles ont grave été démocratisées, mais au sens où elles ont été rendues financièrement accessibles à tout le monde, ou quasiment tout le monde. Si on fait justement un peu une forme de bilan sur Jared, où en êtes-vous? J'ai vu que vous avez participé au CES l'année dernière. Sauf erreur de ma part, vous avez aussi levé des fonds. Ouais. C'est quoi le bilan de Jared à l'heure actuelle? Donc Jared, la société, on l'a créée en 2023, mi-2023. Si, c'est ça, mi-2023. Effectivement, on a été au CES en janvier 2024. Une expérience à prendre. Enfin, à refaire, je ne le referai pas. Mais une expérience à prendre. Ce qui est bien, c'est que là-bas, on a lancé notre alpha. Donc, on a fait un premier alpha test sur une première vision qu'on avait de la technologie et de ce que devait être Jared. Finalement, on a appris nos erreurs parce qu'on s'est planté sur quelques hypothèses. C'est normal, c'est le jeu. On a ensuite, du coup, remis les choses à plat. On est reparti sur le développement de la bêta qu'on a commencé à tester vers la fin de l'année dernière. On a laissé tourner la bêta pendant quelques mois. Au cours de cette bêta, il y a notamment des choses très spécifiques qu'on a réussi à intégrer. On a réussi enfin à sortir notre IA, qui n'est pas un LLM, enfin powered by GPT, etc. Le disclaimer, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand tu dis j'ai mon IA, t'as ta fenêtre promptée. Non, nous, on fait en fait du RAG, donc en fait de la recherche documentaire. Pour moi, qui est l'avenir de l'IA en finance. C'est un no-brainer. On doit aller dans cette direction-là et c'est le sens de l'histoire pour moi. Donc il y a ça. Là, on est en train de retravailler sur l'UX parce qu'on a eu aussi des learnings sur la bêta par rapport à l'UX et on est en train de reconcevoir certaines fonctionnalités. Et maintenant, ce qui se passe, donc là, à ce jour, à date et vers l'avenir, donc en fait, on est en train d'explorer deux pistes. Il y a la piste standard qui est celle que je décris depuis le début, qui est
essayer de mettre en relation des gens qui ont besoin et des professionnels qui ont besoin aussi de clients. Mais il y a eu un concours de circonstances qui fait que fin d'année dernière, on a commencé à discuter avec un grand groupe financier en Europe et qui nous a dit en fait que notre technologie la verrait vachement bien déployée en interne dans leur structure. Donc en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas vu venir, c'est un cas d'application full B2B. Ah oui. Et pour l'instant, en fait, on est en train on explore ces deux pistes de concert pour justement voir un petit peu où est-ce qu'on se dirige. Mais en fait, là, on est en train de réaliser 2 pilotes sur les 2 sujets-là. Donc les pilotes vont être déployés là au printemps. Et normalement, il y a une levée de fonds qui devrait arriver pour l'été ou l'automne. Enfin, à peu près. Donc ce quand serait la une deuxième. seconde. ce serait une seed. En fait, Ok. c'est simple. La première levée de fonds, c'était une pré-seed, donc D'accord. une levée très early stage. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on se brandait comme une fintech B2C. Oui. Aller chercher de l'argent public avec une fintech B2C. En fait, le problème, c'est que selon l'endroit où tu te trouves, etc., les financements publics sont très conditionnés à certains secteurs d'activité. Nous, en l'occurrence, à Metz, c'est impossible de te faire financer, par exemple, par la région sur des sujets, parce que la région, elle est arc-boutée sur ce qui s'appelle la S3. Enfin, vous, ça vous parle, mais pas c'est Oui. votre métier. Mais ouais, elle est sur certaines thématiques, l'industrie, la santé et la bioéconomie, je crois. Donc, en fait, c'était une fintech. À moins de les bullshiter un peu, et de dire ouais, mais en fait, on pourrait être utile dans certains secteurs. Non, enfin, en vrai, Ouais. on Ça avait rend- envie d'autre chose. Nous, ce qu'on a fait, on a travaillé le sujet sans créer la boîte pendant presque 1 an. Moi et mes associés, moi j'ai quitté mon job et ensuite il s'est passé 1 an avant qu'on crée la boîte. Pendant ce temps-là, on a vraiment travaillé le marché, la compréhension des problématiques, enfin, monter en compétence sur des Ouais. sujets, poser les hypothèses qui, certaines, comme je le disais, se sont révélées fausses, sur ce dont les gens avaient besoin. Et ensuite, on a créé la boîte. Mais en fait, avant de créer la boîte, on a commencé à rencontrer des investisseurs. On leur a dit, est-ce que sur ce sujet-là, vous êtes prêts à nous suivre ? Et il y en a certains, et je les remercie encore aujourd'hui, qui ont dit, ouais, bien sûr, on y va parce que c'est un sujet intéressant. L'angle que vous avez pris, il est bon selon nous. Et du coup, ils ont investi dans notre boîte. Donc en fait, nous, on a fait une levée de fonds en equity day one, dès la création de la d'accord. société. D'accord. Et en termes de dilution, du coup, est-ce que c'est une dilution classique ou comme vous êtes dans une situation où les apporteurs de fonds dès le début sont arrivés dès le début, Non. vous avez Non, une dilution plus élevée? Quand je dis day one, c'est pour la forme. En fait, Ok. on a créé la société avec mes associés. Et ensuite, Et après, on vous a fait avez... une opération d'augmentation de capital avec, Ok. avec les investisseurs. Ok. Et la levée, en fait, c'est une levée assez classique pour une pré-seed. En fait, il y a eu un peu de BSAR pour ceux qui sont venus très tôt, donc avec un bon de souscription. Oui, bien sûr. Je ne sais pas l'audience, le niveau de connaissance qu'ils ont sur ces sujets, mais avec un moyen de faire venir des investisseurs très tôt. Ensuite, il y a eu de l'equity, il y a eu l'exercice de tout ça. Et forcément, ensuite, une combinaison, parce que quand tu lèves de l'equity, tu peux aller solliciter BPI et de la dette. Bien et là, à sûr. ce moment-là, on a fait la combinaison des deux. Ok, très clair. Sans révéler ta secret sauce et pour te challenger sur ton aspect pédagogue, moi je sais ce que c'est, mais explique-nous le RAG en, en quelques... enfin, Ah ouais, non, alors ça, en 1 minute, on va dire. ouais, le RAG, en fait, je vais comparer le LLM au RAG. Et pareil, je pourrais me faire flinguer par des experts en IA, mais Oui. c'est pas le but. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Un LLM, c'est ton meilleur pote ultra intelligent qui a fait 8 doctorats sur plein de sujets différents, qui est fan de ça, et que tu invites tous les vendredis soirs parce que tu aimes bien l'entendre parler, parce qu'il t'apprend des trucs. Et à chaque fois, c'est tiens, explique-moi voir ce que tu sais sur, je sais pas, les fusées, sur l'astronomie, sur la cuisine moléculaire. Et à chaque fois, il est capable, il parle bien, parce que son rôle, c'est de bien parler. Il parle bien, il va t'expliquer, voilà, ça c'est comme ça que ça se passe, ça c'est comme ça que ça se passe, etc. Mais un jour, il va se passer quelque chose, c'est que tu vas lui poser une question sur un truc qu'il sait pas. Et il va pas perdre la face.
Il va Il va te parler. bullshiter comme jamais. Les Sauf qu'en fait, hallucinations. ouais, exactement. En fait, comme toi, tu es moins compétent que lui sur le sujet et que 7 fois sur 8, il t'aura expliqué un truc sensé, tu vas tomber dedans, tu vas le croire, évidemment. Et en fait, c'est le problème des LLM. Et je suis pas en train de dire que dans le futur, ce sera pas corrigé, mais par nature, les LLM ne sont pas des outils qui ont été faits pour raisonner. Ce sont des outils qui ont été faits pour avoir, en gros, c'est des modèles Restituer. probabilistes pour essayer de deviner quel mot est le plus pertinent après cette succession de mots. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils tchatchent bien. Parce c'est des modèles de langage naturel. Ouais. C'est pas des modèles de raisonnement humain. Et en fait, la confusion, elle existe parce que déjà, ils parlent quand même super bien, ces cochons. Et ensuite, parce que cette pédagogie-là, elle n'a jamais été apportée. On a foutu aux mains de n'importe qui ChatGPT, et ça fait 3 ans que les gens expérimentent sur ChatGPT 1 milliard de trucs. Ou 2 ans, enfin bref. Mais donc, le LLM, c'est ça. C'est ton pote qui parle bien. Et c'est cool parce qu'en fait, sur certains sujets, tu as besoin de ça. Pour qu'il te reformule des machins trop compliqués, pour qu'il t'explique des choses, pour que il ait un avis extérieur, un esprit critique, c'est parfait. Mais pour rechercher de l'information fiable, c'est pas le meilleur outil. Il vaut mieux à ce moment-là aller dans une bibliothèque et demander au bibliothécaire à l'entrée, lui dire putain, j'ai une problématique, explique-moi ce que c'est que la cuisine moléculaire parce que j'en sais rien. Et lui il va se dire ah, je sais où ça se trouve. Je sais où est la réponse. Donc, il ne va pas te l'apporter. Il va aller dans ses rayonnages. Il sait exactement où est la bonne information. Parce qu'à force, il connaît sa bibliothèque. Et il a des méthodes. Il va te trouver le bouquin, la page. Et quand il va revenir vers toi, non seulement il revient avec le bouquin, mais en plus, il va lire. Et comme il n'est pas con, il va être capable de te le vulgariser. Il va dire, ok, donc en fait, tu vois, le bouquin dit ça, mais en fait, selon la façon que tu as demandé les choses, il va te dire, en fait, la cuisine moléculaire, tu vois, en fait, c'est quelque chose comme ça. Et il y a une différence fondamentale. C'est que le bibliothécaire, si tu lui poses une question pour laquelle il n'a pas de réponse, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a pas de bouquin dans cette bibliothèque, il va te dire, je sais pas. Essayez de faire dire, je sais pas à un LLM. Ils ne sont pas faits pour ça. Et en fait, on s'en rend assez facilement compte quand on essaie de rentrer dans de la profondeur de conversation avec des LLM sur des sujets un peu de niche. En fait, on se rend compte que la conversation, elle a tendance à s'étaler. C'est-à-dire que les réponses, elles deviennent de plus en plus génériques et qu'en fait, on a l'impression de tourner en rond. Mais c'est normal parce que c'est un modèle de langage probabiliste. C'est pas quelque chose qui est censé avoir un avis binaire tranché sur une réponse. Le RAG, par opposition, c'est un moyen d'aller rechercher une information. Si l'information n'existe pas, il va dire qu'il ne sait pas, ou que ce n'est pas dans son champ de compétences. Et donc en fait, c'est simple de conditionner un RAG. Le LLM, on peut que lui mettre des garde-fous, parce que la boîte noire sur laquelle il a été entraîné, on ne la maîtrise pas, à part ceux qui entraînent leur propre modèle, et il y en a quand même pas des masses, la plupart ils utilisent quand même des modèles de base. Tandis que du RAG, c'est bien, à partir du moment qu'on a un stock de contenu, on peut déjà commencer à faire des trucs intéressants. Et après, effectivement, dans sa façon de parler, dans les réponses qu'il va fournir, là, on peut faire du fine-tuning parce qu'on utilise des modèles de langage pour faire des jolies réponses, mais basées sur le savoir qu'on a déjà. Voilà la différence entre LLM et RAG. Super intéressant. Tu en as parlé brièvement, tu as parlé de financement public et forcément comme Moriarty, c'est un peu notre spécialité et notamment je regardais ta description chez Materalia. Tu parlais que une partie de l'accompagnement concernait également le financement public. Il y a souvent un débat, et notamment récemment avec le PLF, sur le financement public. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un plus pour les sociétés? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, entretenir des sociétés mortes vivantes, entre guillemets? Des sociétés zombies. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? N'hésite pas à être cash, on s'appelle Cut the Shit avec E, mais... en fait, je pense que déjà, les gens ne remontent pas à la raison pour laquelle ces financements-là existent. Et c'est assez drôle parce que, en gros, il y a une partie d'un des cours que je donne qui porte sur ce sujet-là, c'est le cycle de l'innovation et un truc tout bête. Pourquoi est-ce que l'État
finance des universités. La plupart des gens ignorent déjà de base pourquoi est-ce que les universités existent. Alors, préparer à des métiers, non. Une université, ça existe parce que on veut augmenter la quantité de connaissances disponibles et la transmettre. Mm. Et c'est pour ça que les chevilles ouvrières, c'est des enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs, quand ils transmettent de la connaissance, ils donnent des compétences aux gens qu'ensuite ces gens-là vont aller monnayer sur le marché de l'emploi. Il n'y a pas une corrélation directe, on ne les forme pas à des métiers, on Non. leur enseigne des connaissances et après ils doivent à eux de se débrouiller. Et ils vont les monnayer, ils vont obtenir un job, gagner de l'argent, payer des impôts et ça fait déjà une première cercle. boucle qui est bouclée sur le revenu. Mais le vrai investissement de l'État dans les universités, c'est le fait d'augmenter cette quantité de connaissances disponibles. Donc, ça veut dire déjà une chose, c'est qu'un enseignant-chercheur, c'est une machine, c'est un convertisseur. C'est un convertisseur d'argent en connaissances. Il convertit de l'argent en connaissances. Et quand on a cette connaissance-là qui est disponible, du point de vue du chercheur, donc sur un zoom très précis, pour lui, son travail est censé s'arrêter. Parce que lui, le job, c'est d'augmenter la quantité de connaissances disponibles. Via sa thèse, souvent. Sa thèse et ensuite ses publications scientifiques Exactement. au long de sa carrière et des choses qu'il doit prouver. Mais l'État, il n'injecte pas de l'argent dans la recherche juste pour générer de la connaissance, vous savez, qui est sur étagère. La connaissance techno sur étagère, connaissance sur étagère, etc. Lui, son but, c'est quand même à un moment que ça serve à l'économie réelle. Application, oui. Donc, en gros, ce qui se dit, c'est que je finance la recherche pour essayer de doper ma compétitivité future. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment que de la connaissance a été créée, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'elle passe dans l'économie réelle. Et ça s'appelle de la valorisation de la recherche. Plein de gens qui disent la valorisation de la recherche, c'est faire des journées de la science. Non. La valorisation de la recherche, c'est donner une valeur à la recherche scientifique, une valeur économique. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire en sorte que des découvertes scientifiques se retrouvent un jour comme des fruits de l'innovation dans des entreprises pour que ça permette de sortir des nouveaux produits qui vont permettre de, rester compétitif et du coup de continuer à se battre sur la guerre économique mondiale, et deux, générer du revenu et payer de l'impôt sur les sociétés, de la TVA aussi d'ailleurs, etc. Et pour ça, il faut qu'on regarde ce qui s'appelle la TRL, Technology Readiness Level, donc en fait l'échelle de maturité technologique. Ou en gros, très simplement, le bas de l'échelle, donc c'est une échelle qui va de 1 à 9. Le bas de l'échelle, c'est en fait la recherche fondamentale, appliquée et orientée, selon les échelons. Et donc là, c'est un peu le jeu des scientifiques, de faire avancer la quantité de connaissances. Et plus tu montes, plus tu te rapproches du marché. Et en fait, quand tu arrives à 7, 8, 9, tu es sur des lignes pilotes industrielles, sur du pré-développement et ensuite sur de la prod. Sauf qu'au milieu, il y a un truc qui coince, c'est la vallée de la mort. Et ce terme-là, alors il est rigolo, mais ce terme-là, il existe même dans les textes européens. Si vous cherchez vallée de la mort, TRL, vous trouverez de la documentation dessus. Et pourquoi est-ce que ça existe ? Parce qu'en fait, il y a un désalignement du but poursuivi par les acteurs scientifiques et les acteurs économiques. Et comment est-ce qu'on peut les inciter à collaborer ensemble pour essayer de maintenir la continuité de cette chaîne. Et en fait, on peut y arriver par deux choses. Soit mettre en place des structures qui connaissent parfaitement ces rouages-là et qui vont savoir qui faire bosser avec qui pour faciliter les choses, etc., etc. Soit en injectant de l'argent. Parce qu'il y a une stat un peu empirique qui existe, c'est que si un développement en laboratoire coûte 10, alors son développement technologique coûte 100 et sa mise sur le marché coûte 1000. Parce que les coûts induits. Donc en fait, on comprend pourquoi les boîtes sont frileuses d'aller chercher des innovations sur étagère dans les laboratoires. Parce qu'en fait, ça coûte énormément d'argent. Et donc, on se rend compte qu'on a un système qui est bien pensé, même s'il n'a pas été pensé, c'est plus le fruit de l'évolution. On a un système qui tourne bien, mais sur lequel il y a un mini point de friction qui est insoluble parce qu'en fait, ce truc-là, par nature, on ne peut pas le résoudre. Et en fait, c'est comme, l'anecdote que je fais toujours en cours, c'est le parallèle avec le mouvement perpétuel et le film, comment ça s'appelle, avec le train, Snowpiercer. Ah, oui. Pas la série, alors, qui est sortie il n'y a pas longtemps, oui. le film qui est un peu plus vieux. En fait, le Snowpiercer, donc, c'est la lutte des classes dans un train. Totalement. Et en fait, ce train-là, c'est vieux, mais ce train-là, c'est un train qui ne s'arrête jamais et qui est alimenté au mouvement perpétuel. Donc, tant qu'il roule, il génère de l'énergie, et tant qu'il génère de l'énergie, il roule, et ainsi de suite. Et en fait, le créateur de ce train
Wilson ou Wilford, je sais plus, a inventé ce moteur perpétuel. Et il y a une intrigue dans ce film-là qui est que donc les gens qui vivent en première classe sont les très riches et ils ont des trucs somptueux, etc. En deuxième classe, c'est les CSP+, ça va. Troisième classe, c'est les ouvriers, ça commence à être pas ouf. Et tout au fond, c'est les 100 classes. Donc c'est en fait ceux qui sont montés sans billets dans ce train-là, qui ont été parqués tout au fond comme du bétail. Et pourquoi est-ce qu'on les garde? En fait, c'est une question de point de vue, c'est une analyse de la société. De leur point de vue, si on égalisait tout le monde pourrait vivre à des conditions de vie décentes. Mais ceux qui sont, plus on remonte à l'avant du train, plus on se dit, mais moi j'ai payé pour ce confort. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on devrait me prendre ce pourquoi j'ai payé et le donner à des gens qui n'avaient même pas monté dans ce train? Bref. Et en fait, il se passe un truc, c'est que régulièrement, ils kidnappent des enfants de la dernière classe, enfin des 100 classes, et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, tout le film porte sur la remontée du train et la révolution qui a lieu, etc. Jusqu'au jour où ils arrivent tout devant, au moteur. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, les enfants servent à une chose, c'est que le moteur à mouvement perpétuel n'existe pas. C'est un mensonge. Et qu'en fait, l'ingénieur qui l'a conçu a réussi à faire un mouvement quasi parfait. Sauf qu'il y a un endroit où le mouvement est trop complexe pour une pièce mécanique. Et que la seule chose qui peut réussir à faire le passage, c'est un enfant. Et donc, en fait, ils kidnappent des enfants très petits des 100 classes pour les mettre dans ce mouvement perpétuel. Et en fait, la morale, c'est qu'une fois qu'ils grandissent et qu'ils deviennent trop grands, ils sont récompensés pour leur service en étant mis dans des familles d'accueil, dans des classes supérieures, il me semble. Mais juste, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce qu'en fait, on fait face à exactement la même chose. C'est qu'on a une machine qui a un mouvement perpétuel quasi fonctionnel, mais que de par la nature des acteurs à un moment qui se rejoignent, le mouvement ne peut pas se faire naturellement. On est obligé de rajouter de l'huile ou un truc qui fluidifie les choses, sans lesquels on aurait vraiment une baisse de rendement, une baisse de performance. Et c'est pour ça qu'on a des financements publics. Les financements publics sont là majoritairement, surtout les financements de l'innovation, pour essayer de faciliter la remontée d'innovation vers le marché. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des acteurs qui sont là, des acteurs privés mais aussi publics, les agences d'innovation, les instituts de recherche technologique, les CRIT, les SAT, bref, il y a tout l'alphabet, les pôles de compétitivité, parce qu'on essaie de mettre des sachants qui connaissent un peu comment tourne ce mécanisme-là pour essayer de faciliter les choses. Donc, après cette énorme introduction, mon point de vue, c'est que les financements publics, c'est quelque chose qui est nécessaire. Quelque chose qui est nécessaire parce qu'il y a quand même une paire d'initiatives qui n'auraient pas vu le jour sans financement public. C'est sûr. Qu'à voir, hein, c'est drôle, tout le monde dit le premier financeur de France, c'est BPI. C'est pas tout à fait vrai, c'est le deuxième. Le premier, c'est Pôle emploi. Ouais. Voilà. Mais n'empêche, BPI est dans tous les coups. Ouais. Et les gens sont quand même bien contents de bénéficier de cet accompagnement-là en termes de financement de l'innovation. Le truc, pour moi, ne vient pas... On crache beaucoup sur les financements publics. Quand les gens les reçoivent, bizarrement, ils sont quand même un peu moins critiques. Là, par contre, il y a une vraie asymétrie entre ceux qui les reçoivent et qui ne les reçoivent pas. Les taux de succès sont faibles, mais parce que les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle ces financements publics existent. Et ensuite, j'ai tendance à dire que le problème sur les financements publics, c'est pas tant les taux de succès qui sont faibles, c'est normal, c'est un concours, hein, les gens ne le voient pas comme ça, mais c'est une compétition, c'est un concours au meilleur. Non, le problème des financements publics, c'est qu'on ne sait pas prendre des décisions difficiles vis-à-vis de ces financements publics. Et c'est la même chose pour les structures, parce que j'estime que c'est un tandem. Hein. Structure d'accompagnement public et financement public, c'est deux outils différents au service de la même cause. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a un empilement de ces choses-là, qui nuit énormément à leur performance. Regardez le nombre d'acteurs de l'innovation qu'il y a au mètre carré. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Mais on ne peut pas leur en vouloir individuellement. Parce que chacun, si tu le prends au niveau individuel, c'est très sensé, sa raison d'être, son existence. Mais le problème, c'est qu'ils sont le fruit de politiques différentes, de temporalités différentes et d'échelons de décision différents. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si vous prenez l'historique, il y a des structures qui ont été nées dans les années 90, d'autres fin des années 90, d'autres en 2005, d'autres en 2010, d'autres en 2015, d'autres en 2020. Et en fait, c'est des calendriers politiques. Bien sûr. Totalement. Et en plus de ça, il y a eu la loi NOTRe et on a redécoupé les régions.
Et en gros, on s'est remis à recréer des structures, mais à l'échelle régionale, qui du coup parasitent le travail des structures nationales, enfin, ou l'inverse. Ça dépend du point de vue, hein, c'est Bien subjectif. sûr, totalement. Et en fait, le problème, c'est que on ne sait pas, on n'a pas le cran à un moment de dire on va créer une nouvelle structure, donc on va éteindre celle-là. Et on pourrait en fait reprendre les personnes, les mettre dans Oui, une nouvelle et changer leur mission. absorber ou Mais non, et en fait, on préfère juste réduire petit à petit le feu. Donc en fait, réduire les subventions de ces structures-là en leur disant ah, maintenant, on vous a financé pendant 10 ans, il faut que vous deveniez privé. Mais oui, mais non, mais des gens qui ont bossé 10 ans dans des structures parapubliques ne sont pas formatés pour faire du sales, par exemple. c'est sûr. Ils peuvent pas. Ouais. Et financement, même chose. À chaque fois, on a des bonnes idées. Et c'est juste qu'en fait, il y a un manque de lisibilité. Déjà, il y en a trop, des financements publics. C'est compliqué de s'y retrouver. Ensuite, c'est un travail quasi à temps plein. Quand on décide de se mettre sur la tentative d'obtention d'un financement public, parce que on n'est Oui. pas garanti que le temps va être récompensé, il faut accepter que on va passer un sacré bout de temps là-dessus. Donc il y a en même temps un désalignement vis-à-vis des responsabilités qu'on a autres, etc., etc. Donc les financements publics sont une très bonne chose, mais je pense qu'ils sont mal orchestrés. Ok. Très clair. Si on pousse un peu, en ce moment, il y a tout le sujet des agences. C'est-à-dire les agences type AFD, etc., qui sont remises en cause. Pas par l'État forcément, mais par des voix externes, des partis politiques qui sont dans l'opposition. Est-ce que toi, tu as pu collaborer avec des agences de l'État? Je parle d'agences d'État. AFD, pardon. juste, c'est quoi? L'AFD, Agence française de développement, où tu as d'autres sujets. J'ai dit l'AFD parce que c'est celle que je connais Tu vois, je le les connais, mieux. je la connais pas. Mais il y en a plein d'autres. Et je crois que le président lui-même a mis un peu sur la table le sujet de devenir des instituts un peu semi-privés. Où on a le financement qui viendrait, par exemple, de cotisations en disant si votre rôle est pertinent, les gens vont payer pour ça, pour votre service. Eh c'est pas mal qu'ils se disent ça, mais on retombe sur le problème, c'est que des agences, il y en a plein, sur plein de sujets. D'un point de vue, ce qui est bien, c'est que j'ai connu les deux aspects. J'ai siégé à des comités inutiles, où on est plein de structures parapubliques les uns à côté des autres. On écoute une boîte pitcher, nous raconter ses problèmes, et ensuite on essaie de lui apporter de la valeur et de lui dire en quoi on peut l'aider. À votre avis, c'est quoi l'impression qu'a la boîte quand elle va expliquer que, par exemple, elle recherche des financements pour un projet d'innovation et que moi, je vais dire voilà, moi, je m'appelle Alexis Perrino, je bosse pour l'agence X et mon but, c'est de t'aider à identifier les bons partenaires, le bon financement et à monter ton projet. Parole passe à mon voisin, il dit moi, je viens de l'agence Y. Mon but, c'est de t'aider à obtenir les bons financements en identifiant les bons partenaires et en t'aidant au montage du projet. Et ensuite, il y a l'agence Z qui dit alors moi, je suis l'agence Z et mon but, c'est de t'aider à trouver les bons partenaires pour monter le bon projet et t'emmener vers le bon financement. Et en fait, la seule réaction possible, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah oui. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que on revient sur le problème. C'est simple, ce truc-là, ça a un nom, ça s'appelle le millefeuille. Et en fait, ce millefeuille-là, c'est compliqué parce que d'un point de vue d'une boîte, non seulement ça lui donne une impression de gâchis, parce qu'on se dit, on finance 3 structures qui font la même chose, alors qu'en fait, du point de vue des structures, elles sont fondamentalement différentes. Totalement. L'agence X, elle va se dire, non, mais moi, j'ai été créé par un tel, j'ai tel rayon d'action et j'ai tel sujet d'action. Et effectivement, dans le fine-tuning, il y a de la différence. Mais du point de vue de la boîte, il y en a quand même très peu. Et je pense qu'il est là le problème. Donc, ce qui est dit n'est pas tout à fait faux. C'est que, effectivement, évaluer les boîtes sur l'attractivité qu'elles ont vis-à-vis des entreprises, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, on va se dire, et c'est déjà un peu ce qui était fait parce que la plupart de ces boîtes-là font payer des adhésions ou des trucs comme ça, mais
Ouais, bah, regardez, moi je suis vice-président de la French Tech en Grand Est pour l'ancienne région Lorraine. Donc je suis VP Lorraine de la French Tech. En ce moment, on a un gros sujet de réflexion sur la French Tech Est. Donc en fait, l'émanation de la mission French Tech sur le Grand Est. Oui. On couvre un territoire, le Grand Est, c'est plus grand que la Belgique. Oui. C'est quoi les missions de la French Tech? Personne n'arrive à y répondre. Et je vous dis, personne, dans le CA, dans le conseil d'administration de la French Tech, il y a plein de gens qui ne savent pas y répondre. Et du coup, ça se pose là comme sujet quand même. Et la complexité, c'est, et là on parlait des adhésions, plein de gens qui viennent parfois gueuler en disant que ouais, mais la French Tech, machin, moi je m'attendais à ce que vous m'apportiez ça et ça. Ouais. C'est quoi l'adhésion annuelle que tu payes? 50 €. C'est peu cher payé pour tous non, les mais c'est services. logique. Et en fait, Ouais, 50 c'est le €, ça sujet. vaut pour des opérations large scale, etc., de com. Plus compliqué de faire du personnalisé. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait dans l'harmonisation des missions de ces structures-là. C'est sûr. La fusion ou la suppression de certaines. Il faut qu'il y ait un peu de clarification. La pédagogie des financements publics, même si c'est un sujet qui est complexe. Et ouais, ces structures-là, moi, je trouve que les évaluer sur... j'en sais rien. En fait, les indicateurs, je ne suis pas le mieux placé pour définir lesquels ils sont, mais est-ce que c'est... Alors, le nombre d'adhérents, c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment du bullshit parce que moi, à l'époque, j'avais à remplir... En fait, il y avait un jeu un peu con auquel les pôles de compétitivité étaient confrontés, c'est qu'on était évalués tous les 4 ans. Enfin, ils sont encore... Enfin, je dis on était parce que je suis plus dedans, quoi. Oui. Évalués tous les 4 ans. Et les indicateurs sur lesquels on les évaluait, on nous les donnait la dernière année. Ah oui. C'est vraiment une technique d'enfoiré. Enfin, je veux dire... Mais ça permettait, du coup, de ah, mais on est désolé, vous, on doit vous fermer. Plutôt que de dire non, il y en a trop, on va faire le ménage, c'est de votre faute. Donc, en gros, on nous disait il faut que vous ayez sur les 4 ans passés une moyenne d'adhérents de, je crois, 100 adhérents. Et en fait, nous, on a regardé. Le problème, c'est que 3 ans avant que j'arrive, il y avait eu un moment où il y a eu de flottement, il n'y avait pas eu de direction. Enfin, ça avait été catastrophique. Et du coup, la moyenne a été morte. Enfin, en gros, on était largement en dessous. Non, je crois que c'était 140 adhérents. Et la moyenne, nous, actuelle, était à 100 sur 4 ans. Et du coup, on avait fait le calcul. Équation une inconnue. Hein, il nous fallait... Alors, attends. 317 adhérents. Je crois que j'ai le chiffre en grand tête. 317 adhérents sur l'année-là pour passer le critère. Sinon, on était cuit. On a créé une adhésion freemium. Bah oui. Ils n'ont pas montré le montant, ils n'ont pas dit que l'adhésion devait être payante. Donc on a on a fait du dropshipping de bulletins d'adhésion, on a eu tout, on a eu des fleuristes qui ont adhéré cette année-là, on a eu un truc de ouf, et on a explosé les scores, on s'est retrouvé avec 400 adhérents et on a passé le barème. Oui, un jeu con, réponse. Voilà. Et donc en fait, c'est pour ça, les évaluations en termes de nombre d'adhérents, c'est pas une bonne idée. Oui. Y a plein de trucs, hein, on pourrait évaluer sur... Alors un autre truc qui est pas bon du tout non plus, c'est d'évaluer sur le chiffre d'affaires généré sur le territoire. Je ne citerai pas la structure, et je ne dirai même pas où elle est, mais il y a une structure que je connais, qu'on va sur son site internet, ils disent « Oui, en 10 ans, on a permis la création de 20 000 emplois », ou un truc comme ça, et de je sais pas, 300 milliards de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les mecs sont 4. Et tout ce qu'ils font, c'est organiser un comité. Et putain, les gars, vous êtes... Pas mal. Non, et en fait, je dis pas qu'ils n'ont pas d'utilité, mais par contre, c'est pas Oui. gonflé, en fait, de capitaliser sur le fait que les boîtes qui sont passées chez vous, dans les 5 ans qui ont suivi, ont généré ça, parce que... Grâce à vous. Ouais, corrélation, causalité, enfin, tu vois, il y a ce problématique-là. Donc, ouais, je pense... Il y a des, en tout cas, je sais pas quels sont les bons indicateurs, mais par contre, je sais lesquels ne le sont pas. L'AFD a répondu, et c'est un soutien à l'AFD, en disant que pour 1 euro investi par l'État, il y avait un ROI de 3 euros. Bon, après, pour les autres, je vais pas rentrer dans le détail. Après, bon, nous n'aurons pas forcément le temps d'élaborer un peu plus dessus, mais il y avait aussi, lorsqu'on parle de financement, on parlait aussi de crédit d'impôt. Il y a aussi des crédits d'impôt qui existent, comme le C2I, crédit d'impôt innovation.
qui ont été faits pour faciliter par rapport à l'accessibilité, si on le compare avec le crédit d'impôt recherche. On Ouais. parle de R&D, de l'état de l'art, qu'il n'y a pas cette contrainte dans l'innovation. Et ce qu'on remarque des chiffres, et c'est un peu pour ça que nous sommes lancés, et nous avons cette volonté de vulgariser, se disant qu'à l'heure actuelle, il y a 17 000 boîtes qui font des demandes de CIR, qui ont le Ouais, CIR. ok. Alors que le C2I, qui est censé être plus facile, il y a une estimation qui dit qu'il y a à peu près 100 000 boîtes qui devraient être éligibles. Il y a à peu près entre 10 et 11 000 boîtes, entre guillemets, qui font la demande. Uniquement, oui. Voilà. Donc, il y a un énorme gap. Est-ce que c'est dû justement à ce millefeuille? Est-ce que c'est dû au manque d'informations ou à trop d'informations diffuses? Il y a un vrai questionnement dessus. Je ne sais pas si toi, tu as un point Est-ce- par rapport à cela ou... Est-ce que c'est pas les cabinets qui poussent un peu trop le CIR parce qu'il y que a plus d'argent et plus parce de- que comme ils arrivent, comme ils connaissent bien le montage et qu'ils arrivent assez bien à faire entrer les boîtes dedans et qu'elles sont plus rémunérées, ils prennent un fees plus conséquent que si c'était sur du C2I. C'est notre postulat. C'est notre postulat. On va pas se mentir. On va dire la vérité. Nous, on pense qu'il y a, comme tu l'as dit, énormément d'aides publiques. Alors, les chiffres diffèrent. Si on parle des dispositifs, on est à plus de 2200. Si on parle des aides individuelles, on est à plus de 10 000. Ouais. Dans tous les cas, on peut se dire il y a une aide publique qui existe pour toutes les Bien sûr. sociétés. Ah oui. Oui, évidemment. Dans les chiffres remontés par l'administration, on se rend compte que chez les TPE-PME, quand même, dans le maillage de la France et la construction économique de la France, certes, on a de grosses locomotives cotées, mais il y a quand même beaucoup de PME et de TPE. Il y en a 80% qui n'ont pas accès aux aides publiques. Et nous, toute notre question, notre raison d'être, c'est de nous dire il y a forcément des obstacles et il y a forcément des biais. On ne va pas rentrer dans le sujet de biais cognitifs, mais peut-être des biais d'agence. Et là, je ne parle pas d'agence publique, mais de la théorie de l'agence Ouais, où, carrément. comme on a une... Et c'est pas non plus jeter l'eau pauvre à des concurrents, à des cabinets, mais de dire on a cette spécialisation, on a ce savoir-faire, on sait que si on se lance sur ça avec vous, vous allez l'obtenir. Du coup, les autres, on ne regarde pas. Et du coup, sur cette mécanique de financement et d'objectif initial de l'État, on a peut-être un sujet qui n'est pas du tout à adresser et on dévoie Bien sûr. l'aide publique qui est votée, quoi. Mais parce que je pense que, en fait, on fait face à... En gros, il y a depuis des années, en fait, un Pareto où, en gros, on se rend compte que les gros cabinets, les grandes structures, 80% de l'argent qu'ils pouvaient récupérer venait de 20% d'aide. Comme ça, c'est un truc avéré. Et ben du coup, les cabinets, ils ont suivi la logique où quand et ensuite, en gros, la conséquence, c'est que ces cabinets ont suivi la logique de, ok, ils ont développé un marteau, donc du coup, tous les problèmes sont des clous. Ouais. Donc ils ont développé une méthodologie balèze sur les 20% qui ramènent 80% du revenu. Et ensuite, c'est ce qu'ils vont proposer de manière commerciale à toutes les autres structures qui peuvent accompagner. Mais ouais, forcément, une situation comme ça, ça va générer d'énormes trous dans la raquette qui ne sont pas adressés. Et en fait, cette longue traîne-là qui reste, il y a un marché évident sur ce créneau-là. Nous sommes d'accord. Pour terminer, j'aimerais, comme on le disait, terminer avec notre petit jeu qui s'appelle, comme la société Cut the Shit, qui ce sera en 2 volets. Donc, il y aura une partie finance et investissement, une partie sur l'entrepreneuriat. Ok. Et le jeu, c'est de faire le choix. D'habitude, on essaye de faire qu'est-ce que tu cut, mais on va dire simplement pour simplifier le jeu, parce que c'est pas forcément évident, on va partir sur qu'est-ce que tu gardes, simplement. Ok. Sans argumenter, juste l'un ou l'autre. Si tu souhaites, on pourra argumenter à la fin et revenir. Ok, vas-y. Et après, il y a des termes qui sont, par exemple, PEA. S'il faut, soit on mettra un sous-titre sur la vidéo, ça marche. Ou on pourra revenir dessus après. Ok. Est-ce que tu commences avec la première? Vas-y. Donc, assurance vie ou compte titre? Compte titre. PEA ou assurance vie? PEA. PEA ou compte titre? PEA. ETF ou stock picking? ETF. J'ai pas le temps.
Crypto ou action? Ah! Ouais, la raison ou le cœur? Action, mais ça me fait mal. Ah! Immobilier ou action? Action. Or ou Bitcoin? Oh, Bitcoin. Parce que sans le Bitcoin, jamais je serais à la place où je suis. Et enfin, pour ce que j'ai expliqué, hein, le fait d'être tombé dans la finance via ça. Buy the Dip ou DCA? Ah. Je vieillis, donc je deviens plus mature, je dirais DCA. Partie entrepreneuriat, Johan, vas-y. Bootstrap ou levée de fonds? Ouais, je peux pas dire autre chose que lever de fonds. Hyper croissance ou rentabilité? Ah. Hypercroissance ou rentabilité? Renta parce que pareil, la maturité. Avoir 1 million et rester indépendant ou lever 10 millions mais perdre le contrôle? Je suis encore dans ma phase où je dirais 10 millions et perdre le contrôle parce que first time founder et l'apprentissage que les skills que tu prends en t'entourant des bonnes personnes et en acceptant qu'à un moment c'est une aventure collective et que tu joues le jeu à plusieurs, en vrai ça n'a pas de prix. Donc le deuxième. Tu me tends la perche, donc la dernière qui pique. First Founder, échouer vite et rebondir ou ne jamais échouer mais avancer lentement? Ah bah ça c'est plus mon tempérament, mais ne jamais échouer et avancer lentement. C'est top. Merci Ok. beaucoup Ah, d'avoir merci. joué le Merci à jeu. vous, trop cool. Ok. Bon, justement, pour finir, peut-être, si tu avais un conseil à donner, soit à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui commence et qui s'est déjà lancé, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, alors, à celui qui souhaite se lancer, c'est il faut pas attendre le bon moment. Je donne juste une toute petite anecdote. Jared, j'ai quitté mon job pour me mettre sur ce. Donc, vous vous rappelez, hein, j'ai quitté mon job et il s'est passé 1 an avant qu'on crée Jared. J'ai quitté mon job pour créer Jared quand ma femme était enceinte de mon premier gamin elle était enceinte de 7 mois. Ah oui. J'ai bouclé ma première levée de fonds quand le mois où ma petite fille, ma deuxième, est née. Et en fait, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. C'est un vrai sujet. En gros, les enfants dans les enfants dans l'entrepreneuriat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais en fait, moi, ça m'a surtout appris qu'il y avait pas de bon moment. Il y a des gens qui diraient c'est pas le moment de me lancer parce que je veux avoir des enfants. Il y en a d'autres qui diraient c'est pas le moment de me lancer parce que je vais avoir des enfants. Il y en a d'autres qui diraient c'est pas le moment de me lancer parce que je viens d'avoir des enfants. Et d'autres qui diraient enfin je vais pas me lancer parce que j'ai des enfants. En fait, c'est plus une question à mon avis là c'est plus une question d'aversion au risque que de moments de vie à choisir. Je pense que s'il y a une bonne opportunité, il faut pas regarder le bon moment parce qu'en général les deux arrivent jamais en même temps. Et ouais, mon conseil, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est votre entourage qui va dicter si vous allez vous lancer ou pas. Si vous êtes épaulé, si vous avez, selon votre âge, des amis ou une conjointe ou un conjoint ou quoi que ce soit qui vous soutient, en fait, c'est ça qui va être le déclencheur. Donc, regardez plus les signaux de ce côté-là, de votre entourage, parce que c'est lui qui sera là dans les mauvais moments, qui va vous permettre de relativiser aussi sur certains trucs, sur le risque finalement on est en France, et pas si risqué que ça, le fait d'entreprendre. Voilà, donc vraiment pour ceux qui veulent entreprendre, chercher le momentum plutôt que le bon moment, en fait. Et pour ceux qui se sont déjà lancés, ça ne tient pas, hein, ce conseil-là. Du coup, pour ceux qui veulent se lancer, je dirais qu'il faut savoir écouter. En fait, on est entouré de plein de gens qui en savent plus que nous sur à peu près tous les sujets. Et en fait, il faut juste savoir les écouter. Alors après, se faire son propre avis, mais je sais plus qui c'est qui disait que quand tu parles, tu apprends pas. Et en fait, si tu l'appliques un petit peu à ta vie, tu te rends compte que globalement, tu as plus à gagner à t'entourer de gens qui vont te parler et t'apprendre des choses. Donc je dirais que ça, c'est priceless
enfin, je l'applique au quotidien et ça apporte beaucoup. Top. Super. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était trop cool. Merci. Merci. Conversation hyper intéressante. Et on a beaucoup appris avec toi aujourd'hui. Merci. Merci À à vous. bientôt. À bientôt.